Bon, on commence le podcast. Bienvenue à tous nos invités qu'on va présenter après. Aujourd'hui, on va faire un podcast, donc on est un peu en mode MVP. On a ce projet de podcast qui s'appelle Business Bar, dont l'objet c'est justement de parler un peu de business, d'entrepreneuriat sous toutes ses formes, mais vraiment axé un petit peu vente de prestations de services, tout ça. Et aujourd'hui, on a un thème qui est assez cher aux entrepreneurs, qui est la liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a 3 personnes qui, voilà, l'idée c'est de s'exprimer par rapport à ce sujet-là. Donc on a quand même 3 personnes qui sont, j'imagine, assez sensibles en tant qu'invitées. Amélie qui est dans l'académie du temps, donc toi ton idée c'est de faire gagner de la liberté aux entrepreneurs, c'est d'ailleurs ton activité. Bon, toi Steven, tu fais des trucs de ouf. Je vois la décoration, je pense que voilà, liberté, il y a Steven à côté, tu vois, mais je ne pourrais pas te dire exactement un truc précis. Mais tu veux un exemple? On est libre, on va se dessaper. Voilà, un exemple. Et Larissa, j'imagine que toi aussi tu as tout un tas de choses à dire. Donc déjà, je vais commencer ce podcast très simple. On va se présenter tous. On va commencer par Larissa. On va aller dans ce sens-là. Donc moi, c'est Larissa. Je me suis lancée il y a 3 ans et demi dans l'entrepreneuriat et j'accompagne les infopreneuses à créer du contenu sur Instagram. Et quand j'ai commencé, c'était vraiment cette idée de j'ai envie d'être libre, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres. En fait, j'ai découvert que je déteste les ordres. En fait, j'ai du mal. C'est tout. Et j'ai fait une expérience, j'ai jamais été en CDI, mais j'ai fait une expérience en alternance et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que c'était pas cette voie-là que je voulais prendre. Et du coup, j'ai découvert l'entrepreneuriat et je me suis dit, allez, je me lance et on verra bien ce que ça donne. Ouais. Mais au moins, ça va être moi qui prends les décisions, moi qui fais mon temps. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je suis là parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est cette idée de c'est toi qui décides. Et t'es vraiment libre de tout, quoi. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est comme de la liberté du choix. T'as le choix de tout. C'est vrai. C'est beau. C'est intéressant parce que là, le mot liberté est ressorti plusieurs fois. Donc, comme quoi, on a quand même bien ciblé nos invités. Là, c'est ça, mais c'est intéressant. Mais après, on va continuer les présentations. Mais il y a un paradoxe que je voulais mettre par rapport à la liberté sur la table après. Et c'est intéressant d'avoir ton avis, du coup. Toi, Amélie? Ouais, moi, du coup, j'ai fondé l'Académie du Temps en 2021. Notre mission, c'est de lutter contre l'épuisement de l'entrepreneur. Parce que quand on est dans une phase de croissance, et on va en connaître pas mal aussi au cours de notre parcours, et on va avoir besoin de structurer la boîte pour pouvoir absorber la croissance qui arrive. Donc, on est là pour pouvoir éviter la surcharge de l'entrepreneur ou aider les entrepreneurs à sortir de cette surcharge. Et voilà, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2018 et pour le coup, je ne me suis pas sentie du tout libre. Donc, c'est parfait qu'on puisse aborder ce sujet tout à l'heure, parce que ça expliquera aussi pourquoi j'ai fondé l'Académie du Temps. Et avant 2018, tu faisais quoi? 2018, en fait, moi, j'étais associée, on était 5 et on rachetait des boîtes. On les structurait sur nos domaines de compétences pour pouvoir les développer. Et pour le coup, on a racheté, je crois que c'est 4 boîtes en 1 an. Et en fait, je me suis retrouvée complètement cramée et je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'entreprendre? Est-ce que je vais dans le bon sens? Et clairement, je me suis dit non, c'est pas l'entrepreneuriat dont je rêve. Et après être partie plusieurs semaines en Tanzanie, quand je suis revenue, j'ai dit bon allez, je me sépare de mes associés. Donc j'ai pris la décision de me séparer de mes associés et de revenir solo. Ok. T'avais croisé Steven en Tanzanie ou pas? Non, j'avais pas croisé Steven. La transition est toute faite. J'étais camouflé au safari, tu sais. Dis-nous tout, Steven. Moi, je suis photographe, réalisateur et je sais pas comment on peut appeler, c'est pas un métier, voyageur. Je suis voyageur pro. Non, franchement, je suis allé dans plus de 130 pays. J'ai fait un grand tour du monde qui était sans aucun bagage, sans aucun avion, sans aucun hôtel. J'ai dormi chez 700 familles différentes, donc j'ai fait plein de trucs comme ça. Incroyable. Donc c'est pas un métier, mais ça a été plusieurs années de ma vie. Et aujourd'hui, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai monté plusieurs boîtes dans le monde de l'image. Donc une boîte de prod, une boîte de pub où on fait des visuels pour des grosses boîtes, une boîte où on fait de l'influence, on aide les gens à faire de l'influence et on fait de la formation aussi sur ces sujets-là. Voilà pour le petit teasing. Et sur la liberté, c'est vrai que c'est pas forcément le thème par lequel j'aborde tout ce que j'ai pu faire, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais pas forcément vu, mais c'est un fil rouge fort. C'est clairement ce qui m'a poussé à voyager, c'est ce qui me pousse à entreprendre aujourd'hui, c'est ce qui me pousse à faire de l'art
mon métier. Donc trop content de parler de ce sujet aujourd'hui. Bah tu vois, c'est intéressant d'en parler parce que je trouve c'est un peu ce que tu disais, il y a un paradoxe dans la liberté qui est que, bah tu vois, on va tous le dire, et c'est un peu une valeur phare de n'importe qui entreprend. C'est-à-dire que tu demandes à un entrepreneur, on va dire infopreneur ou en tout cas entrepreneur du web, très souvent c'est dans ses valeurs, dire ouais moi je veux être libre, je veux pas de patron, ouais, typiquement ce que tu viens de dire tout à l'heure. Sauf qu'il y a quand même un sacré paradoxe, c'est-à-dire que pour atteindre cette liberté, on se met quand même en place une structure ultra rigoureuse qui quelque part nous contraint dans notre liberté au sens où on l'entend, voilà. Moi, mon avis, c'est que la liberté, ça reste la définition qu'on se fait de la liberté de je fais ce que je veux quand je veux et machin, c'est pas une bonne forme de liberté en réalité. Et que, allez, pour balancer la punchline, je trouve que la liberté, c'est le choix de ses chaînes. C'est-à-dire que c'est le côté de choisir ses contraintes. Elle était préparée, celle-là. On peut dire que c'était le choix de. Elle est là, mec. Ses chaînes. Attends, je sais plus où je l'ai mis. Elle est là. La liberté, c'est choisir ses chaînes. C'est Jean-Michel la phrase. Ouais, Jean-Michel, c'est ma réputation dans le. C'est son surnom chez nous. C'est formidable et ça te vient comme ça, toutes ces punchlines. Non mais c'est vrai, c'est que alors par contre ça pour le coup, je vais pas faire mon Jean-Michel philosophie bac, c'est un vrai sujet du bac de dire dont la réponse c'est que la liberté, enfin la contrainte, c'est la condition de la liberté. Ouais. Vous connaissez, vous n'avez pas eu le sujet au bac? Non. Voilà. Non, mais je connais cette phrase. Ouais, voilà. Nous en agence on le voit beaucoup avec mes créas, donc on a une boîte de pub et on a plein de juniors qu'on essaie de former, et je me suis rendu compte que moins on leur donne de cadre, moins ils sont bons. Ouais. Et plus on va leur dire les conditions c'est ça, la deadline c'est ça, les contraintes artistiques c'est ça, voilà les contraintes techniques, plus c'est contraint et plus ils deviennent excellents en fait. Tu vois. Et je pense qu'en fait il y avait une image que j'adore aussi, et j'ai pas de notes, c'est Sergei Boubka qui faisait donc un des plus grands sauteurs à la perche au monde, saut en hauteur. On va arriver quelque part. En fait, il avait le record du monde. Alors, je connais plus exactement, mais on va dire il était à 7,50 m de haut, tu vois, un truc dans ce genre. Ou non, 9 mètres, je pense. Donc, il était à 9 mètres. Et il s'est dit, OK, je vais essayer d'exploser mon record du monde. C'est peut-être cette barrière qui me gêne. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé la barrière. Et il s'est dit, OK, je vais essayer d'éclater le record. Il enlève la barrière, enfin la truc. Il court, il se lance, il plante le truc, il saute, un saut magnifique, il l'explose en plein vol, gracieux et tout. On mesure 7,10 m. Et en fait, pas du tout, quoi. En fait, là, il s'est rendu compte que la barrière, c'était ça qui lui permettait de se dépasser, en fait. S'il n'y a pas d'objectif, en fait, on atteint beaucoup plus bas que l'objectif. Donc, il vaut mieux mettre un objectif trop haut, il vaut mieux mettre des contraintes trop fortes pour, en fait, pouvoir exprimer sa liberté, sa créativité. Ça, c'est ouf ce paradoxe. Ouais. Et vous en pensez quoi Je suis bien d'accord. En fait, quand elle a dit, Amélie, c'est vrai que quand j'ai commencé, je me sentais pas libre. C'est exactement ça. En fait, tu te donnes tellement, tu te mets ces chaînes parce que tu as envie d'atteindre un tel objectif, un tel résultat, que finalement, tu bosses tous les jours. Moi, perso, je travaillais tous les jours. J'avais pas d'horaire fixe. C'était vraiment du matin au moment d'aller me coucher. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie pour créer quelque chose. Mais j'avais cette idée que je crée pour moi. C'est pas je crée pour quelqu'un, c'est mon travail, c'est pour moi, ça va me servir plus tard. Et c'est ça qui motivait en fait à derrière continuer, essayer. Et aujourd'hui, du coup, on arrive à un stade où moi, je peux prendre 1 mois et demi de vacances, ou quand je veux, on m'invite à aller au Mexique du jour au lendemain, je dis vas-y, j'arrive. Et par exemple, mon copain, pour cet exemple du Mexique, il ne pouvait pas venir. Et je suis là, ah merde, c'est vrai. Du coup, il faut demander des vacances, il faut demander ci, ça. Je te raconterai. Voilà, donc tant pis. Et du coup, je trouve que c'est là, c'est tout un effort pour arriver à un moment où tu peux être vraiment libre de tes choix. Après, même quand tu commences, même si tu travailles beaucoup, parce que je pense qu'il n'y a pas de slowprenariat quand tu commences, ou à part si tu as vraiment du temps, ça reste en fait ton choix de faire ça. Comme tu dis, c'est ta chaîne, c'est toi qui choisis de travailler du matin au soir, c'est toi qui choisis de travailler le week-end. En fait, tu dis peut-être non à des choses extérieures comme des choses simples, voir tes potes, etc. Mais tu sais que finalement, c'est pour toi et que derrière, tu vas te remercier, quoi. Tu vois, j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un côté où, suivant tes choix, tu peux très vite construire un peu les 4 murs de ta prison
où tu te rends dépendant de plein de paramètres, et cette liberté, en fait, elle peut t'empêcher de vraiment progresser. Moi, je me rappelle au tout début, quand on a lancé les vidéopreneurs, enfin vraiment le tout début, qu'on n'était même pas associé avec Antoine, l'objectif, il était simple. Il fallait faire des abonnés mail. Donc, en fait, toutes mes décisions étaient prises par ce prisme, et ma liberté était assez restreinte, puisque, en fait, tout ce qui ne rentrait pas dans cette logique-là, je le faisais pas, tout simplement. Mais plus tard, on évolue, là, on a recruté, machin, enfin, ça a grandi. Et automatiquement, aujourd'hui, tu as plein d'enjeux. C'est-à-dire que tu peux plus faire que des abonnés mail. Tu te dis, ouais, mais il faut que je gère le produit, le ci, le là. Et en fait, cette liberté, si tu n'as pas cette réflexion stratégique de dire, OK, sur les 3 prochains mois ou sur l'année, c'est quoi qui est capital ? Selon moi, c'est quoi le facteur critique qui va me faire passer au stade supérieur que j'ai réussi à définir ? Bah, si tu n'arrives pas à faire ça, tu peux vite patauger, faire n'importe quoi et être un petit peu bloqué, un petit peu en étant trop libre, quoi. Et finalement, tu te rends compte que pour progresser, il faut t'imposer une structure. Et surtout, cette structure, elle est assez imposée quand tu es... alors, c'est pas forcément salarié, parce que ça dépend, parce que salarié, si demain tu es CMO d'une boîte, tu as des responsabilités où tu es assez libre de tes choix, mais on va dire à un poste classique de bureau, en fait, cette structure-là, comme elle est imposée, tu n'as pas à te poser cette question. Et en vrai, cette contrainte te fait gagner une liberté mentale énorme, tu vois. Tu n'as même pas besoin de questionner, tu arrives à ton bureau, tu fais tes trucs, et tu rentres le soir tranquille, tu vois. Et ça, c'est un point, genre, je trouve, assez paradoxal de la liberté, parce que pour être libre, il faut t'imposer une contrainte. C'est un peu ce que tu disais avec le saut à la perche. Ouais, et pour donner un exemple entrepreneurial, moi, j'ai exploré le truc à fond. C'est-à-dire que suite à ces voyages, j'ai voulu me lancer en tant que photographe un peu plus fort. Et mon objectif, c'était de créer la boîte la plus libre possible. Donc, j'ai fait en sorte que j'ai aucun horaire, que je puisse bosser un dimanche si j'ai envie, que je puisse faire un mois de pause si j'ai envie. Mes employés, tous à distance, horaire fixe, horaire variable, libre et tout. Les clients, parfois il y a des jobs, parfois il n'y a pas de job. J'ai franchement poussé le paroxysme de la liberté. Et en fait, vers 2017-2018, je faisais un super chiffre d'affaires depuis mon canapé, depuis un Mac, tranquillement comme ça. Sauf qu'en fait, c'est allé tellement loin que ça mangeait, en fait... Je pensais être libre sur le papier, c'est-à-dire que j'avais 0 contrainte, mais en fait, j'avais... 0 liberté. C'est-à-dire qu'un client pouvait m'appeler n'importe comment. Un lundi, je pouvais bosser sur un truc. Mais en fait, j'étais en retard sur un autre. Et en fait, il n'y avait rien de cadré. Et j'ai commencé à embaucher des gens vers 2020. Et là, ça a commencé à se transformer en enfer, en fait, le truc. C'est-à-dire que tu embauches 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Au début, tu te dis, trop bien, j'ai mon emploi du temps, j'ai 3 personnes en plus, elles vont se gérer et on va être beaucoup plus puissant. Et en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça rajoute du chaos, ça rajoute des personnes à gérer. Et en fait, elles rajoutent du chaos avec leur liberté dans ta liberté. C'est-à-dire que y avait des gens qui se pointaient à 11h30 du matin au bureau parce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais du coup, les réunions, on n'arrivait pas à les faire. Du coup, c'est moi, en tant que dirigeant, qui prenais sur moi. Et aujourd'hui, donc là, il y a plusieurs années qui se sont passées. Les boîtes ont grossi. Donc, on a 4 boîtes, 15 employés. On a des réseaux sociaux qui marchent très bien. Donc, on a 6 ou 7 réseaux sociaux. Il y a 1 million d'abonnés au total sur tout notre écosystème. Donc, c'est un truc franchement solide. Et la raison pour laquelle on y est arrivé, et qui fait qu'aujourd'hui, je recommence à retrouver ma liberté, c'est que, au contraire, mon agenda, il est réglé comme du papier à musique. C'est un truc, tu regardes mon agenda, c'est un Google Agenda, mais il y a une quinzaine de sous-agendas. Il y a rendez-vous client, rendez-vous avec l'équipe. J'ai même un truc sur la logistique. Si je dois prendre un train, si je dois... ce genre de choses. Si j'ai un truc avec ma chérie, donc si on a un agenda commun pour nos trucs à nous. Et en fait, j'ai retrouvé ma liberté en prenant mon agenda et en me disant, OK, je vais commencer par positionner les vacances, je vais commencer par positionner les dîners qu'on veut se faire avec ma chérie, les week-ends, les trucs comme ça. En fait, j'ai positionné tous les trucs qui me font le plus kiffer. En premier ? Priorité, ouais. Genre, début d'année, c'est un rituel, tu vois. Début d'année, on se dit, OK, on part un mois, on part 2 fois un mois, donc on choisit les moments calmes d'activité, donc on prend en juillet, août, et puis décembre, janvier. Donc on positionne 2 fois un mois, et on positionne plein de moments de 1 semaine, par exemple, un peu dans toute l'année. Alors parfois, il saute, parfois il y a un job qui tombe, mais la plupart du temps, on arrive à le garder ou on le décale un petit peu. Donc on place toutes ces choses-là. On place aussi nos rituels d'équipe, donc si on doit faire des points trimestriels avec tout le monde. Comme ça, ils sont plus faits à l'arrache. Et c'est pas genre, mais moi, je suis plus dispo, on décale et tout. Donc, on positionne toutes ces choses-là. Et finalement, en fait, dans cet agenda, j'ai aussi analysé, moi, quelle est mon énergie. Et je l'ai fait de manière très, très égoïste. En me disant, OK, de 15h à 16h30, c'est là où je suis vraiment le plus down en énergie. Et ben, c'est là où je vais faire tous les rendez-vous clients et équipe. Parce que comme ça, l'autre va m'apporter son énergie. Ça va me réveiller. Alors que, par exemple, le matin, entre
entre 7-8 heures, ça dépend quand je me réveille, mais entre 7-8 heures du mat et 14 heures, j'ai observé que si je parlais à personne et si je mangeais rien, j'avais une énergie maximale, créative et tout. Et donc en fait, c'est le moment où je vais... personne n'a le droit de me parler dans la boîte et je mets aucun rendez-vous client. Et en fait, le fait de bien apprendre à se connaître et de mettre des règles très précises et de façonner la boîte à ses règles et ses employés à ses règles, c'est ça qui m'a permis de retrouver ma liberté. Super paradoxalement, en fait. C'est absolument contre nature, mais c'est voilà. Non, mais c'est puissant. Ouh, t'es ému. Non, mais j'ai un petit chat dans la gorge en même temps. J'arrive pas. C'était beau ce que tu as dit. Là, il pense à son agenda totalement vide pour le reste de sa vie. Genre, Alors, moi, tu vois, mon agenda, il y a marqué faire lessive. Il y a mes moments de guitare. Genre, je dis, là, je dois jouer ça. Et je mets pas juste jouer de la guitare, je mets l'exercice que je dois faire. C'est bien et ça. toutes les semaines, je le change parce que chaque semaine, j'ai mon cours de guitare qui j'évolue, tu vois. J'apprends, tu vois. Et non, moi, je suis totalement d'accord. Le seul truc que je fais pas, mais que je pense que je vais faire, c'est ce que tu fais, genre chaque année, de planifier des moments de vacances. Parce que moi, typiquement, c'est le truc qui saute. Tu vois, je me rends compte, là, on est bientôt juillet-août. Moi, j'ai pas de vacances en fait. Parce que elles sont pas anticipées et donc il n'y a plus la place. T'as des trucs qui tombent. T'as 3 invitations à un mariage, un dîner, un job et puis tu peux plus partir. Exactement, tu vois, c'est un peu ce truc là où voilà, et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais plus faire. Donc totalement aligné. Et tout ce que tu as dit, tu l'as dit d'une belle façon. Ah bah, superbe, magnifique. Vas-y Amélie, toi qui accompagne les gens là-dessus. Ouais, moi déjà, genre en 2018, là, quand je vous disais qu'on rachetait des boîtes, moi du côté de mon père, ils sont tous entrepreneurs. Donc je me suis dit, moi je vais tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ils sont entrepreneurs dans quoi juste dans le transport sanitaire, donc vraiment un truc très cadré pour le coup. très cadré, etc. Mais voilà, mon père il s'est retrouvé complètement cramé. Je le voyais pas beaucoup. Je lui demandais quand j'étais petite, je lui disais tout le temps pourquoi tu joues pas avec moi, etc. Donc j'ai vraiment grandi dans cet écosystème où l'épuisement était vraiment au centre de l'entrepreneuriat. Donc quand je me suis lancée, je me suis dit, moi, ça ne m'arrivera pas. Je vais mettre ma liberté au centre, etc., etc. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que je me suis rendu compte qu'il suffisait pas de décider d'être libre pour pouvoir être libre dans son entrepreneuriat, mais que justement, comme tu disais, Steven, il fallait mettre en place la structure qui te permettait d'être libre. Et donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais quand donc je me suis lancée, pourtant j'avais ça qui était dans ma tête en me disant, ça va pas me lâcher cette liberté. Et j'ai fait tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire, j'y suis allée pleine balle. Il y a eu la croissance et j'ai absorbé, non pas par les épaules de l'entreprise, mais par mes petites épaules à moi. Donc, j'ai absorbé par ma charge de travail. Et c'est effectivement pour ça qu'on accompagne les entrepreneurs, c'est de dire, on va mettre en place la structure d'entreprise qui correspond à ta vision à toi ou à ta vision de la liberté. Parce qu'on parlait de liberté tout à l'heure, mais tout le monde peut avoir une vision aussi un petit peu différente de ce que c'est la vraie liberté. Donc la structure, l'anticipation, tout ça, ça peut être un peu antinomique par rapport à la notion de liberté, mais en réalité, c'est ce qui permet d'accéder à cette liberté. Mais du coup, comment tu fais ? Par exemple, moi, je suis un entrepreneur. Déjà, tu accompagnes quel type d'entrepreneur ? Et comment, là, on fait un rendez-vous. C'est quoi le 20-80 pour retrouver ma liberté Alors le 20-80, c'est quand même un accompagnement qui dure un petit moment, entre 4 et 6 mois déjà, pour pouvoir avoir un plan d'action qui soit cohérent. Après, ça dépend du stade d'entrepreneuriat qu'on accompagne. Nous, on accompagne à tous les niveaux de maturité. Donc de l'indépendant qui commence à se retrouver un petit peu en train de plafonner parce que tout est lié à sa charge de travail, jusqu'à la boîte qui fait 3, 4, 5 millions d'euros, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes problématiques et ce sont les mêmes outils qu'on va appliquer à l'entrepreneur qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme à l'indépendant qui cherche à pivoter vers peut-être un modèle d'agence ou ce genre de choses. Comment on fait ? Déjà, on va faire un audit. On audite la boîte. On audite les problématiques de la boîte et en fonction des problématiques de la boîte, on va agir sur les différents pôles. Donc nous, on décompose en fait toute la boîte, on met tout à plat et on va agir sur chacun des pôles et surtout on pose des indicateurs de performance sur chacun des pôles pour voir où est-ce qu'on va améliorer et puis simplifier. Parce qu'une entreprise qui se développe, elle a tendance à se complexifier de manière naturelle. Donc si on ne fait pas l'effort de simplifier au fur et à mesure qu'on avance, ça devient beaucoup plus compliqué. On a du mal à diagnostiquer ce qui ne va pas parce que tout s'est ajouté. Donc plutôt que d'ajouter, on réduit, on supprime, on se met sur ce qui est essentiel, mais surtout on analyse. Aussi. Ça, je pense que ça parle à tout le monde, ça. Grave. Je suis en train de dire, t'as raison. Je vais aller simplifier 2-3 trucs. Non, mais ça c'est vrai que j'adore ce truc-là de...
Toi, on a l'impression pour générer du chiffre ou quoi, faut ajouter des choses. Alors que des fois, bien analyser, comprendre c'est quoi les effets de levier. Moi, il y a une phrase que j'avais lue dans mes études, mais il y a un bail. Je l'ai pas préparé, mec. Attention la punchline. Attends. Il y a une punchline. En fait, la phrase disait. Attends, je vais la retrouver. Elle disait genre, l'objectif d'une entreprise, c'est d'identifier les facteurs critiques et de mettre toutes les ressources pour faire un effet de levier. Alors, c'est pas exactement ça la phrase, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout l'objet d'une entreprise, c'est de comprendre c'est quoi le facteur critique de croissance et de mettre toutes les ressources en temps et en argent pour appuyer sur ces effets-là. Et des fois, tu te rends compte que c'est pas forcément lié à du temps ou quoi que ce soit. Mais je te dis un truc bête, mais peut-être que tu fais des commentaires sur LinkedIn et ça t'apporte méga grave de lead que faire, je sais pas, un webinaire de ouf ou un événement ou je sais pas quoi. Tu vois. Et tout l'enjeu, c'est de les identifier. Donc, effectivement, ça demande d'avoir une certaine data en amont, c'est ce que tu dis, puis d'y mettre les ressources nécessaires. Sans data, en fait, on se met à analyser de manière globale et du coup, on a tendance à réinventer la poudre, à tout recommencer à zéro, à lancer une nouvelle offre parce qu'on a l'impression que du coup, on manque de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi. Alors que quand tu as des datas sur chacun des pôles vraiment de manière précise, en fait, tu sais taper pile au bon endroit. En fait, c'est ça qui va pas. Et donc, du coup, ton temps, ton énergie ou ton argent, elle est vraiment orientée sur ce point-là pour le lever et après résoudre la problématique. Et puis tu as la manière data, et puis tu as aussi des entrepreneurs qui sont intuitifs. Il y a des entrepreneurs, ils ont des tableaux magnifiques et tout, et ils peuvent vraiment mesurer. En général, c'est des boîtes très puissantes parce que tu sais à l'avance, il n'y a pas d'émotionnel et tu peux y aller. Mais il y a d'autres entrepreneurs, ils sont très intuitifs et ils ont le flair de savoir où est le truc. Et en général, on le sait, tu vois. Si vraiment tu es honnête avec toi-même dans ton business, tu regardes tout ton business, tu sais d'où vient le cash, tu sais d'où vient la croissance. Et moi, je suis un peu plus comme ça, je ne suis pas très chiffre. Mais c'est ce point-là qu'on vient d'évoquer qui m'a permis de croître le studio depuis quelques années, où on a multiplié plusieurs fois le chiffre d'affaires, précisément sur ça. C'est que je pense que quand on est entrepreneur, ça a d'ailleurs un rapport avec la notion de liberté, c'est qu'on se dit ok, j'ai une nouvelle idée, je veux la lancer, ça me fait kiffer, je fais ce que je veux, c'est incroyable. Tout le monde a ça, c'est la maladie numéro 1 de l'entrepreneur. Parce qu'au début, sur tout le début normalement d'une carrière d'entrepreneur, tu te dis c'est trop bien, c'est ma force, je peux lancer ce que je veux. Et puis il y a un moment, tu arrives à une phase de maturité où tu dis ok, c'est en fait ça qui est en train de m'empêcher de croître, c'est ça mon plus gros ennemi. Et moi, il y a typiquement 1 an, j'avais plusieurs projets qui, quand j'ai fait une analyse de mon agenda, je me disais mais en fait ce truc-là, ça me prend 8 heures par semaine. On avait une boîte qui me prenait... J'ai un meilleur exemple. On avait une boîte où on allait créer du contenu pour des salons de coiffure. Parce que on fait leurs réseaux sociaux, ils avaient besoin, il y avait une opportunité. Et ça me prenait que 1 heure par semaine, puisque j'avais tout délégué à quelqu'un qui est un super gars et que j'adore, un super pote. Mais cette heure-là, en fait, elle traînait dans ma tête et elle me rajoutait de la charge mentale parce que c'était que des problèmes super complexes. Il y avait des grèves de train, donc en fait, quand on devait aller chez un coiffeur, on n'a pas pu y aller, donc il se plaignait. Donc ça créait beaucoup de problèmes et de complexité. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même pas possible que ce truc-là m'empêche de faire de la croissance sur le studio. Mais en discutant avec des coachs, des mentors, d'autres business, de créateurs de business, ils me disaient non, arrête tout ce que tu fais et mets ton énergie uniquement sur la chose la plus puissante qui fait toute la croissance. Tout le reste ne sert à rien. Et je l'ai fait. Donc j'ai stoppé cette boîte. Alors il m'a fallu 3 mois pour la stopper. Et ça m'a donné une bouffée d'oxygène, une tranquillité mentale, je me suis senti allégé tout d'un coup. Et en fait, je me levais avec beaucoup plus de joie le matin, beaucoup plus de focus, quand bien même ça me coûtait qu'1 heure par semaine. Donc c'est clairement une clé de se focus sur sa plus grosse puissance de croissance, quoi. C'est intéressant parce que quand on arrive à une certaine maturité, on va se chercher des contraintes pour limiter notre liberté. Tu peux étayer ? Parce que je vais reprendre ce que j'ai retenu de votre conversation depuis le début. Disons que tu lances ta carrière en tant qu'employé, en tant qu'alternant, tu te confrontes en fait à un manager qui va te donner des contraintes pour mieux réussir. Ça plaît pas, selon le caractère, selon l'environnement dans lequel tu as pu évoluer, tu décides d'entreprendre. Liberté totale, YOLO. C'est incroyable, je peux faire ce que je veux, mes idées, je peux les implémenter, etc. Puis ensuite, petit à petit, tu gagnes une certaine maturité parce que tu prends du recul en te disant, mais en fait, c'est trop dur, il y a trop de charge mentale, je peux pas switcher d'un projet à un autre. Donc tu peux être accompagné par Amélie ou tu peux t'entourer d'autres entrepreneurs qui vont te dire, mais en fait, mon gars, arrête ça, concentre-toi sur ça. Donc au final, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, des cycles. Contrainte, liberté, liberté, pour au final toujours se retrouver dans une situation où
pour le bien de ton business, il va falloir effectivement prendre des décisions qui vont contraindre finalement ton envie de développer ce business qui te fait kiffer, alors qu'initialement, c'est pas la bonne décision, tu vois. C'est ce que je retiens vraiment de la conversation depuis le début, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Il y a une image que j'aime beaucoup, que c'est un coach qui m'avait partagé, c'est le vélo. Souvent, en fait, on est là, on commence, du coup, on a la tête en haut et on pense et tout, et donc tout est clair. Et puis après, on commence à pédaler. Et en fait, ça rajoute tellement de charges, etc. Et après, en fait, il faut remettre la tête en haut, repenser, supprimer tout et remettre à pédaler. Donc oui, c'est justement ce que tu dis. Cette phase de t'es à fond, en fait, t'as plein de choses, t'es libre, soi-disant, mais en fait, t'as beaucoup de charges. Puis en fait, il faut te poser, supprimer tout et recommencer. Donc t'es toujours dans les vagues, en fait. Et moi, je le compare beaucoup avec mon expérience précédente avant d'entreprendre. J'étais consultant, je vendais du conseil. Et dans une boîte qui était cotée en bourse, une boîte anglo-saxonne, où tout était ultra cadré. Toi, tu parlais de flair tout à l'heure. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, je me suis construit avec des PNL, tu vois, où en fait, tu vois vraiment tu vois toutes les données, quoi. Mais j'avais pas le choix, j'avais qu'une voie à prendre. Et dès que je faisais un tout petit, j'allais juste sur une aire d'autoroute, même pas de sortie de route, juste sur une aire d'autoroute, on me recadrait, tu vois. Non, mais tu tu divagues. Reste sur cette route. En revanche, la route, en termes de progression, elle est toute tracée. Donc en fait, à chaque fois, tu prends des responsabilités nouvelles, mais à un certain moment, selon ce que tu as déjà accompli, selon tes résultats et selon finalement ta construction. Donc c'est intéressant de te dire que, moi en tout cas dans mon expérience, c'est comme si je jouais au bowling et que j'avais toujours les gouttières qui étaient barrées à côté, où j'étais sûr en fait à un moment de faire mon strike parce qu'en fait je progressais et je pouvais pas faire de fausse route. Dans l'entrepreneuriat, c'est clairement pas ça. Et moi je l'ai ressenti quand je me suis lancé. J'étais paumé en fait parce qu'effectivement il y avait ce côté je peux faire plein de choses, c'est incroyable, mais en fait au final même malgré ma discipline que j'avais pu développer, malgré tout le cadre, j'étais perdu, j'y arrivais pas. Tu vois, c'est fou. Non mais c'est clair. Et j'ai une autre image qui est assez cool aussi, c'est que donc là on vient de l'aborder par la possibilité de tout ce qu'on pourrait faire dans une boîte et de faire tout ce qui nous fait plaisir. Il y a une autre manière d'aborder ça qui peut être super utile aussi quand on est un peu bloqué dans sa boîte, c'est quand ça va un peu plus mal et qu'il y a des problèmes à résoudre. Donc nom de code, les clients sont pas contents, du coup on fait moins de chiffre d'affaires, on a du coup des employés qui en ont marre et qui se plaignent, et donc du coup je suis fatigué, mais du coup il faudrait que je recrute ce genre de situation que normalement connaissent tous les entrepreneurs. Et en général, c'est une des choses qui peut faire arrêter un business ou partir au burn-out, typiquement. Et en fait, il y a un exercice qui est super intéressant, c'est de lister l'intégralité des problèmes. Même si la boîte va bien d'ailleurs, de prendre tous les problèmes. Ouais, on n'a pas assez de followers, du coup j'ai pas le temps de faire mes réseaux sociaux. Vraiment, tu les listes tous. Et ensuite, tu les hiérarchises en mettant en haut à chaque fois quelque chose qui est plus important, plus urgent, vraiment plus fondamental. Et tu dis, bon, qu'on ne gagne pas des followers, c'est peut-être en dessous le fait que des employés se plaignent. Par contre, les employés qui se plaignent, c'est peut-être en dessous que les clients se plaignent. Et en fait, quand tu hiérarchises tous les trucs, en général, tout en haut, il y a des choses du style, il faut que je trouve un chief of staff ou un CEO par exemple. Ou encore, il faut... ce genre de choses par exemple. Et une fois qu'il y a cette hiérarchie qui est faite, très souvent, même logique que juste avant, le fait de traiter le problème numéro 1 est juste celui-là. On oublie tous les autres. Tu traites le numéro 1, en général, ça règle la plupart des problèmes en cascade. Et tu te dis, ok, mon problème, c'est qu'il me faut un chief of staff qui va bien communiquer avec mon staff et qui va me décharger de 4 projets prioritaires. Si j'ai la personne idéale, en fait, il va pouvoir déléguer les réseaux sociaux, il va pouvoir traiter le service client, il va pouvoir faire des one-one avec les gens, mes employés qui se plaignent, ou en tout cas qui sont un peu down en énergie, et résoudre ce problème est la seule chose qu'on doit faire finalement. Au lieu de se dire j'ai 30 trucs à faire, vas-y, je vais faire un post Instagram, ce sera déjà ça, c'est le pire truc qu'on puisse faire, essayer de tout résoudre. Le seul truc à faire, c'est de te dire ok, c'est quoi le problème cardinal qui peut résoudre en cascade tous les autres. Et ces 2 règles de simplifier le business, d'avoir la rigueur, en fait, de ne pas se donner la liberté de créer tout ce qui nous passe par la tête, d'avoir la rigueur de dire non, c'est très cool, mais je le mets dans mon Notion, truc cool à lancer quand il y aura le temps. Et comme il n'y aura jamais le temps, tu le feras plus tard. Mais tu gardes le truc vraiment qui est le cœur de ton business, qui fait vraiment croître le business et qui va faire x10 à ton business et qui va te permettre d'embaucher les gens qui vont te permettre de lancer plus tard les trucs qui te font kiffer. Donc, te concentrer sur le truc principal de ton business et traiter les plus gros sujets qui vont résoudre tous les autres.
Moi, c'est 2 des règles. C'est quasiment les seules choses que je fais aujourd'hui dans mon business, après avoir, pendant des années, divagué, tenté tous les trucs qui me passaient par la tête, quoi. Tu sais, moi, il y a un truc que je fais. On fait des plans de 3 mois, donc tous les 3 mois, on se met l'objectif à aller atteindre. Et l'objectif, moi, la question que je me pose depuis à chaque fois, c'est quoi le résultat qui va tout rendre plus facile dans notre business, tu vois. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, le problème à résoudre, c'est souvent des paliers de chiffre d'affaires ou des trucs comme ça. Et après, toutes les semaines, je relis ce plan et je me dis, c'est quoi les 3 tâches les plus importantes à faire cette semaine? Et en fait, la façon dont je le fais, c'est qu'au tout début, on a tous connu ce truc-là de l'important et de l'urgent. Et moi, j'ai rajouté 3 variables. Je les trouve trop fortes. Je mets gain potentiel par rapport à mon objectif, ressources en temps et en argent. Donc, je mets une note à chaque fois entre 1 et 10. Et probabilité de succès. Ok. Je mets ces 3 trucs. Et en fait, la note la plus haute, c'est typiquement ce qui a le gain potentiel le plus élevé, qui ne demande quasiment pas de ressources en temps ni en argent, et qui a une probabilité de succès assez haute. Ça, tu le fais sur tes tâches trimestrielles ou tous les matins quand on a 3? Alors, moi, je le fais tous les matins. Je ne vais pas le faire tous les matins, mais là, je le fais une fois par semaine. Ok. Et effectivement, moi, enfin, une fois par semaine. Et après, moi, mon objectif de 3 mois, c'est un objectif souvent de résultat. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc à aller atteindre. Ou voilà, aujourd'hui, on arrive à avoir des objectifs même annuels. On a une visibilité sur l'année. Donc, on peut le décliner sur des objectifs trimestriels. Et après, je regarde mon objectif trimestriel. Je me dis, c'est quoi les 3 tâches qui vont être les plus simples, en gros, pour m'y emmener. Et je fais ce calcul-là. Et en fait, les 3 tâches qui sont là, qui sont les plus importantes, je vais les faire. Et après, je mesure, notamment pour la probabilité de succès. Je regarde, je dis, est-ce que ça a vraiment fonctionné comme je le pensais? Et en fait, j'essaie de réévaluer. Et en fait, à force, tu entraînes assez bien ton cerveau à dire, ouais, ça marche, ça marche pas, quoi. Et je trouve que ça, c'est surpuissant parce que sur 4-5 semaines, tu commences déjà à avoir une meilleure vision des tâches et tu te rends compte qu'à chaque fois, comme tu dis, tu parles d'intuition, très vite, quand tu fais ce calcul-là, tu sais quoi les 3 tâches et que tu priorises et que tu t'exclus toutes les autres tâches, tu te rends vite compte de la tâche prioritaire, c'est ça, tu vois. Et très souvent, t'as juste en vrai. Ouais. Nous, on le fait aussi. Il y a une méthode américaine que vous connaissez, j'imagine, tous, les OKR. Ouais. Tu as parlé d'objectifs, ensuite tu as parlé de résultats. Je me dis, c'est tes OKR. Ouais, ça vient un peu de là. Et en gros, les OKR, pareil, il y a 1 an ou 2, j'en mettais 15 par trimestre. Tous les trucs que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'en mets plus que 2 pour toute la boîte. Donc là, par exemple, ce trimestre, on veut créer un pipe de outbound, donc de vente, et on veut faire un certain chiffre sur les réseaux sociaux. Et tout le reste en découle, en fait. Et toute la boîte est axée sur ça. Et sur ton objectif hebdomadaire, typiquement dans mon calendrier, là, tous les matins, j'ai rajouté une tâche de 10 minutes qui s'appelle KT, Key Things. C'est le premier truc de la journée. Quand je me lève, il y a marqué Key Things, et je me pose avec Eve, ma compagne, et on dit, OK, on enlève... C'est toujours le même rituel. On enlève tout le bullshit de nos têtes, on enlève toutes les discussions, tout ça. C'est quoi les 2-3 trucs impératifs à faire aujourd'hui? Et on le fait tous les jours, et on se tient accountable l'un et l'autre. Parce qu'en fait, au bout d'une semaine, tu dis des trucs le lundi, et au bout d'une semaine, le vendredi, tu es en train de dire, ouais, il faudrait refaire des travaux, repeindre ici, j'ai acheté c'est parti, quoi. J'ai commandé Amazon, là, ça arrive, là. Mais le key thing chaque matin, on peut se le faire tout seul devant le miroir. Ça prend quelques minutes. Et le rituel, c'est pas juste de dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que ça, tu vas marquer 300 trucs. C'est j'enlève tout le bullshit et toute la pollution. Si je devais sauver ma boîte, si je devais vraiment m'offrir la liberté de partir en vacances, d'avoir plus de chiffre d'affaires, d'avoir la boîte qui me ressemble, de changer le monde comme je l'imagine, aujourd'hui, vraiment, no bullshit, je dois faire quoi? Ok, ouais, vas-y, je dois sortir ce truc, je dois finaliser ce truc. Mais ça, c'est bien de limiter les choix parce que tu sais, quand tu dis qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Tu peux tout mettre, tu vois, du coup, je peux avoir une liste de 40 trucs. Alors que si tu dis c'est quoi la chose à faire ou les 3 choses à faire, je peux sélectionner que 3 tâches. En fait, c'est un vrai hack parce que tout de suite ton cerveau se met en mode priorisation. Et je trouve que ce conseil il est aussi valable pour le temps de travail. Il y a un vrai intérêt à travailler peu. Quand je dis peu, c'est attention, qu'on s'entende, c'est pas 1 heure par jour. Mais tu vois, des fois, quand tu as un temps illimité, tu te dis tu commences à faire tout plein de trucs qui servent un peu à rien en plus, donc tu t'épuises pour des trucs qui n'apportent pas de résultats et qui servent à rien, c'est pas ouf. Et du coup l'inverse, quand tu te dis ok, j'ai que 20 heures à faire cette semaine, qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite t'as les priorités, quoi. Tu te dis c'est ça le truc, genre là Instagram, vas-y, je m'en fous, tu vois.
Que tu es contraint de te poser cette question. Enfin, je dis ça pas pour toi, Larissa, mais. Je sais pas. En fait, c'est exactement ça, parce qu'actuellement, je suis un peu en pré-burn. Enfin, j'y arrive. J'ai vu ton post en plus. T'es en warm-up. Ouais, je suis en mode warning, attention, là, ça va pas. Mais warm-up, ça veut dire échauffement, non? Ouais. La machine, elle commence à prendre feu. Et du coup, justement, tout mon enjeu actuel, c'est qu'est-ce que je peux faire qui est justement ma tâche prioritaire, qui va enlever une grosse partie de ma charge mentale, et quelles sont les 3 actions de la journée que je peux faire parce que je sais qu'après, j'aurai plus l'énergie. Et c'est dingue à quel point ça fonctionne, parce que finalement, avant où tu travaillais des heures et des heures, là, en fait, tu te mets dans la contrainte de, en fait, tu peux pas faire plus que tant d'heures, ou tu peux pas faire plus que 3 choses dans ta journée. Et ben en fait, tu t'en rends compte que petit à petit, ça s'allège. Là, ça fait une semaine que je fais ça. Donc c'est assez récent, mais je suis revenue d'une période de vacances assez longue. Et là, en fait, pour pas commencer d'un coup et du coup me charger et être trop dans le mal, bah, je me suis dit, vas-y, fais le strict minimum et fais tout ce qui est très, très important. Et à chaque fois que je coche une case, je suis là, oh, en vrai, ça y est, ça, 1 poids en moins. Ça y est, j'ai perdu 15 kilos. et en fait, petit à petit... Dans la semaine dans la semaine, dans la journée des fois. Là, il y avait des tâches. En plus, elle a oublié son sac dans le métro, c'est bon. Merde, j'ai perdu mes 15 kilos. C'est un peu ce que tu as dit. Son programme. C'était 1 heure de ton travail. Et en fait, des fois, c'est une tâche qui finalement va te prendre peut-être 1 heure, mais qu'en fait, ça te rajoute tellement une charge énorme dans ta tête parce que tu n'as pas envie, parce que tu sais que c'est chiant ou que... derrière, en fait, je sais pas, c'est contre nature. Moi, c'est les trucs administratifs. J'ai eu pas mal de trucs de merde cette année. Et en fait, je me suis dit, allez, aujourd'hui, t'as que ça à faire, fais-le. Et en fait, ça t'enlève une charge et petit à petit, tu te soulages. Et là, tu retrouves en fait cette liberté de penser à autre chose ou de trouver du temps pour faire autre chose. Parce qu'en fait, tu t'as tellement contraint ta journée que finalement, il te reste grave du temps pour tout le reste, quoi. J'ai un exercice radical pour ça, sur ce sujet, parce que parfois on peut se tromper sur les priorités. C'est-à-dire, tu peux dire, ok, faut que je poste sur Instagram, faut que je fasse un régime, ce truc-là, faut que... Pour moi, la meilleure façon de faire tes priorités, c'est de noter tout ce que tu dois faire. Donc c'est encore une espèce de liste. tu notes tout ce que tu dois faire, et par exemple, tu as 10 trucs. Je veux lancer un nouveau produit, je veux lancer un podcast, je veux développer mes réseaux sociaux. Tu les notes tous, ceux qui sont vraiment importants, et tu dis ça pourrait changer mon business. Une fois que tu les as tous notés, tu prends tes 2-3 premiers, voire ton premier, hein. Idéalement c'est ton premier, mais dans la réalité peut-être tes 2-3 premiers, tu les entoures. À partir du 4e au 10e, c'est pas qu'il faut pas les faire, c'est que c'est tes plus gros ennemis qui vont te distraire pour faire ton top 3. Et en fait, la deuxième partie de la liste, il faut la garder pour te dire, ça, je m'interdis absolument de le faire. Éventuellement, je le programme pour dans un trimestre, dans mes OKR, ou dans 2 trimestres, ou dans 1 an. Mais typiquement, nous, on veut lancer une académie de bien-être, un truc, on kifferait le faire, mais on sait que c'est redoutable, parce que notre discussion, elle peut partir sur ce sujet. On peut réfléchir pendant 1 semaine, brainstormer, et ça va nous reculer dans nos objectifs. Donc, c'est de décaler ce truc d'une semaine. Et éventuellement... Un truc un peu proche de ça, c'est de toutes les tâches. Donc là, tu as parlé d'administratif, c'est un autre sujet. Il faut le faire, l'administratif, sinon ce sera problématique. C'est toutes ces choses-là. Moi, ce que je fais, j'ai une liste à part de toutes les choses que je ne veux pas faire. Et c'est un logiciel de notes, un autre. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, genre Task, je pense, j'ai pris. Et tous les trucs où je me dis, ça, c'est vraiment important, il faudrait le faire, mais je ne veux pas le faire. Je les mets dans des listes par métier. Donc ça, par exemple, je le mettrais dans administratif. Il y aurait des trucs genre juridiques, ressources humaines, des trucs genre. Et dès que je vois que la liste elle est un peu conséquente, je me dis, ok, j'ai une fiche de poste en fait. Pas forcément pour un temps plein, mais ça peut être une assistante à temps partiel qui fait une demi-journée par semaine. Et en fait, les trucs qui sont importantes, mais pas urgentes, et que je suis pas censé faire, et qui commencent à s'accumuler quelque part, par exemple plein de trucs sur les réseaux sociaux, ok, il me faut un community manager en temps partiel. Il faut que j'écrive plein de trucs, ok, il me faut un copywriter en temps partiel. Mais moi je suis là-dessus intransigeant de plus en plus à titre personnel, il faut se concentrer sur son truc prioritaire qui va transformer la boîte, et soit décaler et donc programmer dans le futur, soit déléguer et trouver des personnes qui sont spécialistes et qui kiffent faire des trucs que t'aimes pas faire, quoi. Et ça, du coup, je trouve que je me suis pas mal... en fait,
mon activité s'est développée d'un coup. Et du coup, croissance. J'avais dans mon esprit que c'était obligé de déléguer parce que j'entendais beaucoup ça. Donc, j'ai commencé à déléguer d'un coup. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes dans mon équipe. Enfin, beaucoup, il y en avait 5-6, je crois. Mais du jour au lendemain. Et finalement, c'est ça qui m'a beaucoup chargée parce que finalement, c'était pas le moment. Ouais. Je pense aujourd'hui avec un peu de recul parce que je me suis dit, en fait, comme tu as dit, la structure n'était pas tout à fait correcte de mon côté. Donc, je ne pouvais pas déléguer parce que ça me rajoutait de la charge mentale. Ça me rajoutait il faut que je parle de ci à ça, il faut que je forme telle ou telle personne et machin. Et en fait, ça m'a causé plus de la perte de temps. Et en fait, j'ai perdu aussi de ma liberté là-dedans parce que finalement, j'étais contrainte, j'étais trop chargée par tout le reste, par toute l'équipe et par toutes les tâches qu'il fallait mettre en place. Alors que en fait, je pensais juste que c'était obligatoire. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'arrêter avec tout le monde et me concentrer que sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que c'est vraiment mon business actuellement, parce que ça s'est développé, donc ça a transformé par rapport à avant. Et en fait, c'est là où peut-être que je vais déléguer de manière plus correcte ou exact, on va dire, dans les métiers que je veux, parce que maintenant, je sais exactement ce que j'ai envie. Mais je trouve que des fois, en fait, on parle beaucoup de délégation et en fait, les gens se lancent, mais en fait, non, c'est pas encore ça, ou tu as besoin de peut-être aussi avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe dans ta boîte pour pouvoir le faire correctement, quoi. Ouais, et puis après, déléguer, c'est un métier aussi, tu vois. Je pense qu'il y a une confusion. Exactement. En fait, dans la tête des gens, souvent... déléguer, c'est magique, genre. Mais moi, le premier, j'ai fait l'erreur le premier. Donc, quand je dis dans la tête des gens, je me parle à moi aussi il y a quelques années. De moi-même. En fait, tu dis déléguer, ok, j'aime pas faire ça. Je vais balancer ce truc bien pourri, bien dégueulasse que j'aime pas à cette personne et démerde-toi, je veux même pas te briefer tellement que j'aime pas ça. Tu sais, genre la compta, l'administratif, tous ces trucs-là. Instagram. Non, mais il y a des gens qui détestent Instagram. Et en fait, pour moi, déléguer, c'est un métier. Et soit tu es capable de cadrer pour donner la tâche à quelqu'un, soit si tu n'es pas capable, tu peux trouver un associé ou une personne qui est spécialiste du management, parce que manager, c'est un métier. J'ai un pote entrepreneur qui a une très très grosse boîte, ils font 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il m'a dit, moi je ne prends pas de manager, c'est un métier qui ne sert à rien, le mec, plus le manager est bon, moins il en fout, c'est pas normal. Et je lui dis, mais si, justement, c'est qu'il est très bon. Donc, ton bon manager, tu l'as quand tout est réglé comme du papier à musique, que tout roule, il n'y a pas de problème et tout. Mais il y a besoin de cette compétence. Donc, le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise ne peut pas avoir toutes les compétences. C'est pas possible. Tu peux être sharp, tu peux être matheux, tu peux être leader, tu peux être inspirant. Il y a plusieurs compétences. Mais si tu n'as pas cette joie de manager, ce talent de manager, ben peut-être que ça se trouve, tu avais quand même la bonne équipe, mais qu'il te manquait juste le manager qui aurait pu te résoudre toute cette cascade en fait, de problématiques. Et un bon manager, peut-être, aurait pu... Moi, j'abandonnerais pas cette voie. Non, mais j'abandonne pas. Ouais. J'abandonne pas. Ouais. C'est plus dans le sens où je pense qu'à un moment aussi, il faut être prête et pas le faire juste par... entre guillemets, obligation, mais plutôt par envie, en fait. Et là, moi, je l'ai fait par obligation parce que ça y est, j'ai pris peur, trop de choses en même temps, il faut que j'arrive à déléguer. Et finalement, c'était pas, ça m'a plutôt, j'ai beaucoup investi et ça m'a pas apporté le résultat que j'espérais derrière. Et même, je parle de ça, mais même pour des outils, des fois on se dit, ça y est, je développe, donc il me faut un meilleur outil, etc., alors que le tien fonctionne très bien. Mais tu te penses, et en fait, tu te rajoutes toujours des choses. Et comme tu as dit, en fait, au final, quand tu prends un peu de recul, quand tu commences un peu à auditer, tu te dis, mais en fait, ça sert à rien. Aujourd'hui, par exemple, j'ai tout refait en début d'année, mon espace Notion, mais d'une manière hyper bien structurée, bien cadrée, hyper organisée. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, je m'en sers pas. Je fais ma petite liste de choses parce qu'il y en a tellement peu qu'en fait, j'ai pas besoin de rentrer 10 000 trucs dans ma... En plus, après, en ce moment, j'ai pas d'équipe non plus. Donc, je fais ma petite liste sur mon iPhone, mes posts sur les réseaux. Tu peux le faire sur Notion, au moins. En fait, tout est sur mes notes d'iPhone. Et en fait, ça fonctionne super bien parce que je suis tellement dans le minimalisme total pour ne pas me charger que du coup, je me dis, mais pourquoi tu vas là-dedans ? T'en as pas besoin, quoi. C'est pas parce que tu fais tant de CA que tu es obligé d'avoir 10 000 outils, 10 000 personnes, etc. C'est ouf. J'ai une bonne image mindset sur ce sujet. C'est que
Je pense qu'un autre trait principal des entrepreneurs, c'est de se dire, ok, je vais prendre un Notion, je vais écrire un truc parfait. Ou encore, vas-y, je vais me poser journée stratégie. Ou encore, journée direction artistique, je réfléchis à mon logo ou je réfléchis à mon site internet. Ou encore, brainstorm d'équipe, on va trouver plein de verticales pour nos réseaux sociaux. On a tous fait ça, on est tous victimes de ce truc-là. Et en fait, il y a un truc mindset que j'aime bien, c'est de se dire que dire sur les réseaux que tu vas faire quelque chose, c'est pas faire le truc. Promettre à tes équipes que tu vas faire un truc, c'est pas faire le truc. Prendre une page Notion et écrire à quoi ça va ressembler une fois que tu auras fait le truc, genre mon Instagram il va être comme ça, c'est pas faire le truc. Optimiser un process pour te dire c'est comme ça qu'on va s'y prendre pour pouvoir faire le truc, c'est toujours pas faire le truc. Et en fait, la seule chose de faire le truc, c'est vraiment de le faire, tu vois. Et en fait, j'ai inversé moi ma façon de bosser sur ce sujet. J'étais le roi de faire une stratégie parfaite, le truc on aurait pu le publier dans un bouquin, le truc est nickel, tu vois. On l'a tous fait, tu sais, tu fais ton truc genre ça. Dès qu'on le lance, c'est parfait. Ok, maintenant je vais réfléchir au prochain truc qu'on pourrait lancer qui serait parfait. Mais tu le lances. Et en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai complètement switché sur ce sujet. C'est de dire, ok, je vais mettre en position de déséquilibre si ce truc-là est vraiment prioritaire. Donc, par exemple, nous, notre OKR du moment, les réseaux sociaux. Ok, c'est prioritaire. Et ben, je vais le lancer de manière désorganisée. Ok, on récupère du contenu. Je fais une première publication, j'en fais une deuxième, une troisième. Ensuite, je fais un deuxième réseau social. Et là, ça devient un petit peu le bordel, en fait. Et je me dis, ok, là, j'y ai passé trop de temps, ça m'a mis trop de temps à écrire, il faut que j'optimise ce petit truc-là pour la prochaine série. Ouais. Mais au moins, c'est déjà posté, il y a déjà des commentaires, des likes, des trucs, ça démarre quelque chose, ça crée le déséquilibre et ça crée la tension pour m'obliger à structurer derrière. Et je crée le projet qui draine et qui tire la structure et la stratégie plutôt que le contraire. Mais ça, c'est vraiment un truc qu'on fait avec Antoine. On le faisait naturellement, mais après, on l'a fait consciemment. C'est ce truc-là de vraiment de différencier deux aspects de ton business. C'est la croissance et le process, on va dire. Et je pense que tu dois alterner entre ces deux phases. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es en croissance. Pour moi, il ne faut pas que le process arrive en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais de la croissance, tu fais un peu, je peux dire du pif, mais tu vois, c'est ce que tu dis. Genre, on lance un podcast, et mon gars, on va pas faire 107 ans, le branding, le truc, le machin. Viens, on tourne le podcast, tu vois. Et écoute, peut-être le premier, il sera un peu nul, le deuxième sera un peu meilleur, ainsi de suite. Puis une fois que le truc est un peu carré et tout, enfin, voilà, on sent qu'il y a un truc qui naturellement a émergé, on commence à le processiser, à dire, ok, c'est quoi qui fait le podcast, c'est quoi la partie 1, la partie 2, nanana. Et voilà, je vais donner un exemple process de maintenant. J'ai 4 parties dans ce podcast. On est dans la partie 1, on n'a pas fait les autres parce que je trouve que la croissance est tellement intéressante que je me suis dit, bon, les parties, on verra si elles viendront, tu vois. De toute façon, il dure 8 heures cet épisode. Il dure 8 heures, exactement. La partie 1 dure 4 heures déjà. Mais tu vois, c'est intéressant, je trouve, d'avoir un process, mais c'est aussi intéressant de pouvoir en sortir quand ça s'y prête. Et j'aime bien alterner entre ces deux trucs, donc c'est un peu ce que tu disais, tu vois. Parce que trop de process, avant même de lancer le projet, ça peut tuer le projet, tu vois. Bah oui. Là, tu te dis, il faut que ce soit en forme parfaite, directe. En fait, tu peux toujours être plus parfait. Ça existe pas un truc parfait. C'est plus ou moins parfait. Ça, c'était le premier point que tu as dit, que je trouvais cool. Juste pour réagir sur... J'avais une phrase pendant mon tour du monde, c'est que j'adorais me dire, ok, c'est là que je vais aller. Et juste ma phrase, c'était de dire, la partie que je préfère dans un plan, c'est de pouvoir m'autoriser à pas le suivre. Donc je faisais des plans de ouf, et après je me disais, quel kiff de le déchirer. En fait, je vais pas aller en Colombie, je pars en Équateur. J'avoue, ça c'est pas mal. Il y avait juste un truc, c'est que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la délégation. Et on en parlait, c'est marrant parce que tu étais à Toulouse il y a un petit moment maintenant, mais on a vu la même discussion. Genre que il y a une croyance dans les entrepreneurs qui réussissent, on va dire, qui sont en croissance, qu'il faut à tout prix déléguer sans aucune nuance. C'est-à-dire que tu crois, tu délègues. Alors, il y a une part de vérité, effectivement, déléguer, ça peut que t'apporter plus de croissance si c'est bien fait, mais je trouve qu'il y a aussi une nuance. Soit des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et c'est super cool que tu te dises ça, que de dire, voilà, j'ai fait du chiffre, j'ai commencé à déléguer, machin. Et moi, maintenant, un élément mindset que je fais à chaque fois, c'est que j'aime bien déléguer quand j'ai pas besoin. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une vision à 10 ans, avec des chiffres d'affaires théoriques que je ferai. Et je me dis, je vais un peu plus loin, je me dis, ok, si je fais ce chiffre d'affaires, par rapport au chiffre que je fais aujourd'hui, il incombe quoi ? Par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, tu veux faire 3 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire que par rapport à mon chiffre d'aujourd'hui, il faudrait que je génère X% d'appels en plus. Mais du coup, je peux pas les faire moi, les appels. On peut pas les faire à 2. Il faut que j'embauche des gens. Donc ça veut dire j'estime qu'à partir de ce palier, on ne pourra pas gérer plus d'appels si on garde le même taux de conversion. Donc il faut que j'embauche quelqu'un. Donc quand j'arrive à peu près à ce palier, je sais déjà que je dois embaucher quelqu'un pour gérer des appels. Puis je vais prendre quelqu'un avec moi, c'est un peu ce qu'on avait commencé à faire. Donc on l'embarque avec nous dans les appels. Je lui dis, écoute, là, prends des notes, écoute juste. Puis voilà, je fais l'appel, on fait un débrief avec la personne. Puis après, je lui laisse faire l'intro. Puis après, je lui laisse faire la découverte. On fait un débrief à chaque fois. Donc j'admets que c'est pas parfait au début, c'est normal. Puis quand j'arriverai à ce palier,
a une personne qui est prête. Ouais. Et je trouve que, alors, ça marche quand tu as plus ou moins anticipé sur des pôles clés. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, tu te retrouves avec, tu vois, je sais pas, une opportunité qui arrive comme ça. Tu te dis, ouais, génial. Donc ça marche pas à chaque fois, mais je trouve ça sympa de voir ça. Mais du coup, toi, t'en penses quoi? Parce que toi, à la base, on avait eu le même débat où t'avais cet avis-là. Bah, je pense que des fois, on délègue, comme tu disais, Larissa, un petit peu trop vite, sans forcément analyser. C'est-à-dire qu'on se sent en surcharge, en surcharge mentale, en surcharge de travail. Du coup, on va se dire, bon, bah, alors c'est les délégations qui est la clé, c'est la solution. Et en fait, ça peut causer plein de problématiques derrière, notamment le problème de renta, parce que des fois, on voit juste la problématique de la charge de travail, mais est-ce que l'entreprise peut se le permettre? Par exemple, il y a plein d'entreprises sur lesquelles je bosse, et en fait, là, il y a une surcharge de travail, très bien, mais en fait, elle va se résoudre différemment que par la délégation, parce que la délégation, en fait, elle n'est pas possible par rapport à la rentabilité de la boîte. Donc, c'est le cercle vicieux aussi qui peut mener l'entreprise à la perte. Donc, c'est vrai que la délégation, c'est, comme tu disais, c'est un métier aussi de savoir un peu qu'est-ce qu'on va déléguer, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on a le budget. Et puis, une erreur qu'on peut aussi faire, c'est déléguer à la tâche. Il n'y a rien de pire que déléguer à la tâche. J'ai bien aimé où tu disais, je fais une petite liste de tâches, et puis quand je remplis en fait suffisamment, ça me crée comme un poste. Pas déléguer à la tâche, mais déléguer un rôle en fait dans une entreprise, c'est la meilleure manière d'avoir suffisamment de matière aussi à donner à la personne et de savoir ce qu'on va y mettre derrière. Et j'ai une super image aussi pour illustrer la délégation. Nous, on est en train de faire des travaux en ce moment au Studio 6. On en fait 2 types. Premièrement, on est en train de transformer l'étage en bureau. Et deuxièmement, on a eu un problème de toit. Donc c'est des vrais exemples que de la semaine dernière. Et on a eu un problème de toit, il y a un truc qui s'est envolé, ça perce et tout. Enfin, c'est devenu le temps de changer le toit, quoi. Et ouais, relou, ça c'est le truc. Bon, voilà, on va pas lancer ce projet, on va plutôt refaire un toit avec la trésor. Et en fait, du coup, les ouvriers, dans un business, on peut être tenté de se dire, ouais, mon tableau de suivi de finances, je vais le faire moi-même, parce que ça va, c'est qu'un tableau Excel, je sais faire du Excel. Ou encore, on peut être tenté de se dire, vas-y, je vais faire ma stratégie marketing, ou ma stratégie réseaux sociaux, ou le truc administratif, recruter un alternant, les trucs avec l'école, je vais le faire. On peut être tenté de le faire. Mais en fait, c'est un peu comme des travaux, tu vois. Ton toit, tu peux le refaire tout seul. Sauf que là, c'est beaucoup plus parlant. Quand tu penses à un toit de maison, tu dis ouais, ok, je vois à peu près le truc, il faudrait un peu enlever. En fait, je sais pas trop, quoi. Je pourrais tomber du toit, je pourrais arracher une couche de trop. Ou alors, je vais faire mon toit, mais je savais pas qu'il fallait une couche. J'ai appris tellement de trucs. C'est un toit en zinc. C'est tutotoit.com. Les gars m'ont dit. C'était pas dans ton programme, ça le. Tutotoit, il était pas là. La rubrique toi, mon toit. Ouais, ça. Non, mais ils m'ont montré le truc, ils m'ont dit sur du zinc, il faut créer 7 espaces, il faut mettre des chatières pour que l'air y passe, pour que sinon le zinc ça peut pourrir. Et en fait, tu ne peux pas le savoir. Tu crois que tu saurais faire un toit, tu crois que tu saurais briefer un mec comment faire un toit, mais en vrai, tu ne sais absolument pas le faire. Ton toit, il serait éclaté au bout de 2 ans. Et en fait, quand bien même j'ai totalement délégué à des gens qui sont plutôt chers, il y a quand même des erreurs. Et c'est ça le truc de ouf. C'est que je leur ai dit, voilà le toit que je veux, voilà le matériau que je veux, voilà mes décisions sur ce toit. Ils le finissent. Et hier, il a plu. Et il y a un endroit où ça fuit. Et en fait, déléguer, ce serait pas dire au mec, fais-moi un toit et débrouille-toi. C'est lui dire ce que tu veux. Discuter avec lui, qui te montre un peu comment fonctionne le toit, l'espace, le truc. Comme ça, tu peux contrôler. Tu dis, ok, j'aime bien, je vois que tu es expert, donc j'ai confiance. Et à la fin, contrôler. C'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est une phrase, clairement. Franchement, c'est un motto à se garder en tête. Et c'est que du coup, j'ai checké le truc, j'ai vu qu'il pleuvait un petit peu. C'est pas grave. Je l'ai débriefé. Le mec, je lui dis, regarde, voilà la vidéo, ça pleut ici. Et je l'ai pas engueulé, genre, ouais, n'importe quoi, c'est de l'arnaque et tout. Je lui dis, incroyable ton toit, juste là, ça fuit. Et le mec, il sait faire. Il vient de refaire un toit complet. Donc, il me dit, ok, je te remets une plaque, je mets du béton, un truc, et puis ce sera bon. Et donc, en fait, c'est ça la bonne manière de déléguer pour moi. C'est d'être clair dans ton besoin, de bien briefer la personne, de bien échanger tout au long du processus, et à la fin, de contrôler, de débriefer. Et finalement, le toit m'aura pris quelquefois une demi-heure de discussion. J'ai un nouveau toit. C'est moi qui ai vu certains points clés, parce que si j'avais pas été là, il aurait pas vu que ça fuit. Mais c'est lui qui a tout fait. Et en fait, je lui ai donné la possibilité d'exprimer son talent, qui est 1000 fois supérieur au mien, sa passion, son temps, son énergie, tout ça. Mais ça exclut pas que je dois lui mettre un petit peu du mien pour pouvoir le débriefer et que la personne puisse exceller dans ce qu'elle fait. Et c'est pareil en business. Ouais. Peut-être t'as dit un truc, et ça je me dis, mais je sais pas pourquoi dans des trucs comme la construction ou des choses un petit peu, je sais pas, qu'on peut tous imaginer, on se rend tous compte de notre incompétence. C'est ce que t'as dit, genre tu pourrais refaire un toit, voir des tutos, apprendre et tout. Mais ouais, comme t'as dit, en vrai je sais pas trop, et je pense que je vais faire des erreurs parce qu'il y a des points
que je peux pas connaître. Mais je sais pas pourquoi quand tu transfères ça à une compétence business, les gens le font pas. Genre par exemple, on parle de recrutement, tu te dis, les gens ils disent non mais moi recruter c'est bon, ça va rouler, tu vois. Alors que c'est le même cas. Genre tu vas faire des erreurs. Il y a des éléments où tu vas faire une erreur, mais tu peux pas le savoir à l'avance. Tu es obligé de le voir. Donc des fois, le truc de la rentabilité, tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est un peu l'enseignement de cette année. C'est dire que le chiffre d'affaires, bon, générer du chiffre d'affaires, c'est cool, c'est pas très compliqué. L'enjeu, c'est pas générer du chiffre d'affaires, c'est générer du bénéfice, tu vois. Et là, ça devient plus chaud. Parce que là, il faut bien faire tes posts, machin, bien calculer, bien traquer. C'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'on s'improvise tous plus ou moins. Bon, c'est un peu le rôle de l'entrepreneur aussi où tu es constamment dans l'apprentissage, mais t'as ce truc-là de... Les gens, tu vois, très souvent, ils vont se dire, ouais, je vais recruter. Ils se posent pas une seule fois la question de peut-être qu'il y a des angles morts que t'as pas ou que c'est un vrai métier, tu vois. Il y a des gens, c'est leur taf, ils recrutent, tu vois, ils font que ça. Comme faire un toit. Il y a 3 objectifs à la délégation. C'est soit tu as un objectif de gain de temps, soit tu as un objectif de chiffre d'affaires, soit tu as un objectif d'aller chercher une expertise en particulier. Et selon ce que tu délègues, selon ton objectif, tu vas déléguer différemment. Si tu cherches à gagner du temps parce qu'en fait, tu es complètement sous l'eau, bah, tu vas pas gagner de temps si tu délègues pas un process dans ta boîte. Si tu n'expliques pas comment toi tu fais, il n'y a pas de gain de temps. Tu vas expliquer à la personne qui elle va le faire, puis ensuite tu vas contrôler. Et donc, il y a 0 gain de temps. Si tu délègues du chiffre d'affaires, alors tout le monde me dit, bah évidemment, Amélie, moi, quand je délègue, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Bah non, en fait, il n'y a qu'un commercial qui peut vraiment avoir un objectif de chiffre d'affaires. Sinon, toutes les autres délégations, c'est pas un objectif de chiffre d'affaires en termes de priorité. C'est toi, tu vas gagner du temps et peut-être que c'est à toi d'aller chercher le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas la même chose. Et l'objectif d'expertise, c'est ce que tu disais pour le toit. Bah là, tu délègues, en fait, toi, tu vas donner un résultat. Et tu vas contrôler le fait que ce résultat il soit là. Après, le processus pour y arriver, c'est pas ton job parce qu'en fait, tu connais rien. Et ça, d'être un petit peu au clair sur quels sont ses objectifs. Est-ce que c'est l'objectif qui va répondre à moi, ma problématique du moment ? Bah, ça nous facilite aussi le travail. Nous, en tant que chef d'entreprise, on est là pour piloter. En fait, on n'est pas là pour pouvoir faire tout. Oui, c'est clair. Et je pense qu'il y a une utopie aussi qu'on entend beaucoup dans le monde du business et qui sabote pas mal de projets de délégation. C'est qu'on rêverait, et la plupart des gens font comme ça, on rêverait de pouvoir embaucher un expert qui est plus fort que nous, le plugger dans la boîte et lui dire, vas-y, genre, imaginons un directeur des ventes. Tu prends un directeur des ventes, tu dis, bah, viens dans ma boîte et crée la fonction direction des ventes à ton image, t'es meilleur que moi, fais-le. Ou RH, ou réseaux sociaux, ou ce que tu veux. Et j'ai tenté de le faire plusieurs fois. Ça existe forcément. C'est-à-dire que quand tu es une licorne française et que tu as un budget illimité, tu débauches le mec de chez Uber et tu dis bah, fais-moi la plateforme. Oui, le mec, tu dis fais à ta façon, il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart des niveaux de business qui ne sont pas des licornes, en fait, si tu prends un expert, bah, il a une façon très tranchée de faire son truc. C'est comme la déco chez toi, tu dis pas fais la déco que tu veux, enfin, il y a des grandes chances que ça te plaise pas. Et en fait, je pense que le rôle du dirigeant, ce sera toujours de briefer et de exprimer clairement ses attentes. Et en fait, tu parlais tout à l'heure, il y a des phases de croissance, des phases de solidification et tout. J'appelle ça moi le build et le run. Donc ça fait ce que ça décrit, tu vois. C'est mieux dit, ouais. Je vais dire ça la prochaine fois. En fait, tu as des phases de build où tu dois développer des briques dans ta boîte qui vont être solides, durables et qui vont faire que tu montes d'une marche. Et puis tu as des phases de run où tu exploites ce qui a été buildé pour créer du chiffre et puis pour produire. Et je suis passé par plusieurs phases. Au tout début, quand j'ai lancé ma boîte, je faisais que du run. Donc des photos, des livraisons, des trucs comme ça. Puis à un moment, je me suis dit, putain, si je crée des process pour moi, par exemple, pour comment retoucher mes photos, comment livrer avec Google et tout. Ok, je build un truc qui fait que derrière, mon run est plus facile. Et puis, quand la boîte a grossi, j'ai commencé à me dire, ok, moi, je vais me focaliser sur le run le plus difficile et une partie du build. J'ai partagé le truc. Aujourd'hui, j'en suis à une phase où je me dis, non, en fait, le seul truc que je dois faire, c'est uniquement du build, en fait. Parce que je dois recruter des gens qui sont capables de run ce que j'ai build. Tu vois ? Et donc, un directeur des ventes... Franchement, un directeur des ventes, je l'ai tenté de construire à sa façon. Une première fois, on a débriefé. Une deuxième fois, on a débriefé. Une troisième fois. Et en fait, là, j'en suis à une phase où je me dis, non, mais en fait, je sais exactement comment je veux vendre dans ma boîte. Parce que même si on n'a pas de direction des ventes aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on vend de la photo, de la vidéo, des trucs comme ça. Je sais exactement ce qui attire nos clients, je sais ce qui leur plaît. Et il faut que j'arrive à coucher sur le papier notre vibe, notre façon de faire, écrire un truc, build ce truc-là. Et là, tu peux plugger un expert qui va potentiellement te l'améliorer, mais qui va suivre tes guidelines. Et donc,
pour vraiment le clarifier et le synthétiser, tout à l'heure on parlait de MVP. Aujourd'hui, ma façon de bosser, moi, c'est que je vais lancer un truc intuitif en me disant, donc du run intuitif. Ok, pour vendre, vas-y, je vais contacter 10 personnes, je vais m'y prendre comme ça, en mode à l'arrache. Ok, je lui ai écrit comme ça, je fais ce message, parce que je sens que c'est comme ça qu'il faut faire. De ce run intuitif, je vais m'en servir comme sujet de build. Et de me dire, ok, quand j'observe, je me rends compte qu'en fait, j'essaie d'être amical dans mon discours de vente, par exemple. Ou je me rends compte que je suis sur un ton pas trop corporate, mais plutôt humain et normal. Ok, bon bah j'observe ça. Ça, je le build. Ça fait partie du process. Et de mon run, j'en tire un build vraiment carré. Et ensuite de ce build, s'il est suffisamment bien fait, si le process est suffisamment bien créé, là, je peux plugger quelqu'un qui va soit l'améliorer, donc un expert super fort, soit quelqu'un de mon équipe où je lui dis, bah, tiens, suis ce truc-là, run-le. Et ouais. Il faut des fondations alors. Il faut... Quand tu délègues des décisions et des responsabilités. En fait, il faut du leadership et une vision. C'est-à-dire que des fondations, la personne, elle peut te les amener et te les mettre. Te les créer. Tu vois, tu prends ton directeur des ventes, pour prendre le même exemple, il va arriver, il va te dire, ouais, bah vas-y, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place l'Emlist, on envoie 1000 emails par semaine, ensuite on les trie à la volée et on envoie une newsletter pour faire du nurturing auprès de la personne et l'inspirer. Et en fait, toi, tu dis, mais non, mais nous, on fait du luxe. Donc, en fait, tu vas au contraire pourrir notre réputation parce qu'on voit dans tes emails que c'est du mass marketing. Et donc, il faut, au-delà d'une structure, il faut ta vision avec tes valeurs et ta vibe exprimée très, très clairement, ton savoir-faire. Et je pense qu'un dirigeant aujourd'hui ne peut pas se faire l'économie de faire le brief extrêmement clair, même des choses que tu n'aimes pas du tout faire. C'est la condition pour pouvoir vraiment déléguer et ne plus avoir à revenir dessus. Déléguer d'une manière où ce sera fait d'une façon qui te plaît bien. Et tu vois, que ce soit le SAV par exemple. Imagine, tu en as marre des clients qui appellent et qui se plaignent. Ok, mais néanmoins, il faut dire, nous dans notre boîte, on répond comme ça. C'est ça nos valeurs, c'est ça qu'on essaie de provoquer chez l'autre. Soit on veut mettre un stop, soit on veut dire qu'il a raison. Il faut le coucher sur le papier. Et pour permettre de build à ta façon. Pour moi, c'est la seule manière. Et ça prend combien de temps, tu dirais, toi, dans ton exemple avec le directeur de vente, dans un laps de temps ? Ça peut être super rapide. Tu vois, si on reprend le truc vente, pour moi, tu pourrais en quelques heures, donc en 1 heure ou 2, envoyer tes messages. Tu pourrais ensuite, en 1 heure ou 2, structurer ton truc. Ensuite, il faut un peu de temps pour recruter, ou alors il faut avoir quelqu'un dans ton équipe que tu essaies de former pour l'upgrader, pour faire tourner ça dans un premier temps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, ma recommandation, c'est de toujours chercher en interne qui tu as. Parce que recruter une équipe de 5, 10, 20, 30 personnes t'ajoute de la complexité. Je connais des boîtes qui tournent extrêmement bien, qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont 4, tu vois, parce que c'est un peu couteau suisse et en fait, c'est un peu minimaliste. Et moi, je préfère chercher en interne dans un temps 1. Et puis quand la personne est saturée, potentiellement recruter en externe. Mais ouais, que ce soit un process... un run intuitif puis un build sur les réseaux sociaux, sur le SAV, ça peut être quelques heures, une demi-journée. Et c'est plus facile aussi de recruter quand tu as justement ce build, parce que dans ta phase de recrutement, tu es capable aussi de présenter ta vision, tu es capable de présenter aussi tes attentes, le projet, les deadlines, les objectifs, tu vois. Ça, je suis d'accord, ça c'est sur la partie technique. Et en fait, sur la partie humaine, c'est la seule manière d'attirer comme un aimant la personne parfaite. Ouais, parce que si tu dis genre, je veux un directeur des ventes, c'est pas très sexy. Par contre, si tu arrives à le dire avec des mots mieux encore que ce que l'autre personne attendrait, il va se dire, waouh, ok, ce leader, ce patron a exactement compris ma fonction. C'est super excitant de voir la façon dont il en parle. Tu vois, si c'est sur les ventes, si tu dis, on veut trouver une manière... non vendeuse de vendre, on veut trouver une manière intuitive de créer de la relation, on veut ne pas aller vers les gens pour vendre, mais on veut qu'eux viennent vers nous parce qu'ils adorent notre marque, nos valeurs, notre marque employeur, etc. Pour un futur directeur des ventes, il va pouvoir comprendre la façon dont il faut le faire. Il va se dire, ok, soit ça me parle pas du tout, en mode genre non, moi je veux envoyer 1000 emails, soit au contraire, ok, waouh, la façon dont il en parle, je sais que ça va être un leader avec qui on va tellement bien s'entendre parce que c'est fin, parce que c'est juste, parce que on comprend qu'il sait de quoi il parle. Et pour moi, tu attires les meilleurs en étant très sensible, très
juste et très abouti dans ta réflexion. Quand bien même tu saurais pas du tout comment faire des ventes, mais quelques phrases comme ça peuvent changer totalement un recrutement. Heureusement que tous les dirigeants ne sont pas comme ça, parce que sinon j'aurais jamais été chasseur de tête. Ça aurait été beaucoup plus facile de recruter, donc tant mieux. Tu veux dire que toi tu as été confronté à des dirigeants qui disaient je veux un directeur des ventes, envoie-moi quelqu'un qui a un bon CV. Exactement. Ouais, complètement. Mais c'est pas les meilleurs mariages. Il y a très rarement eu ce travail en amont, effectivement, où en fait, comme tu disais, il y a le côté aimant qui apparaît. Je l'ai très très rarement, je l'ai vécu peut-être une ou deux fois. Sinon, ça a toujours été effectivement peut-être un carré dans un carré, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, les bords ne sont pas forcément carrés. Et ils ne le sont jamais d'ailleurs. Et ils ne le sont jamais. Donc en fait, ça crée derrière un roulement et après, ça crée énormément de frustration, énormément de bandes passantes qui est utilisée parce que quand tu as ton directeur financier qui n'est pas là, c'est compliqué, quoi, tu vois. Ou quand tu as un roulement, c'est terrible aussi, quoi. Et puis pour aller plus loin, en fait, ça va même plus loin que la personne, un carré qui rentre dans un carré. C'est qu'en vrai, on a tous plusieurs personnalités. Tu vois, un vendeur, il y a une version de lui qui est agressive. Tu vois, si on lui met une boîte qui rentre dedans, qui doit faire un énorme chiffre, que c'est la pression, il va passer en mode agressif. Tu as une période amicale. Si c'est cool, qu'on lui donne un budget pour faire des déj, des trucs comme ça, il va prendre une autre casquette. Et pour moi, c'est aussi une manière... Premièrement, d'attirer des personnes qui naturellement correspondent à ta boîte, mais deuxièmement, de provoquer l'aspect, de lui montrer le positionnement que tu as envie qu'il adopte avec toi et de lui permettre aussi de se projeter. Moi, j'aime bien dans mes entretiens, au dernier entretien, dire au candidat, maintenant, on tombe les masques, c'est un recrutement, félicitations, tu es en finale, donc tu as gagné, c'est bon, ça va le faire. Mais maintenant, j'ai besoin aussi qu'on fasse un vrai truc à 360 pour voir si... ce que je te décris, au-delà de la compète pour gagner le job, tu as vraiment envie de le faire à la façon dont on est en train d'en parler, tu vois. Peut-être que pour le game, tu as voulu arriver en finale, mais qu'en vrai de vrai, tu as envie de faire un méga chiffre, alors que moi, je te dis que je veux pas stresser les clients et que je veux que ce soit cool. Et si c'est pas ta vibe, on va tous les deux perdre du temps et de l'énergie. Et pour moi, il faut permettre à la personne de s'exprimer telle qu'elle veut être à ce moment, et toute cette partie résonance, elle est très... abstraite, et en même temps, pour moi, cette partie humaine, c'est la seule manière d'emmener une équipe, tu vois, vraiment puissante et qui vraiment se dépasse. Et ce dernier moment, tu le fais pareil dans une salle ou autour d'un café, dans un bel endroit, tu essayes de casser un peu les codes de l'entretien ou pas? Moi, j'aime beaucoup le asynchrone. Ce serait sûrement mieux de faire un entretien en visio. Alors, quand tout est bon et qu'on va se recruter, la personne, je la fais venir une fois. Mais quand on est aux entretiens finaux et qu'il y a 3-4 personnes, je fais une visio d'1 heure. Pour moi, c'est tout aussi efficace. Ça prend moins de temps à tout le monde. Parce que quand même, 4 entretiens d'1 heure, t'en as pour 4 heures. Si tu dois aller rencontrer les gens dans des cafés, t'en as pour 2-3 jours. Et malheureusement, je ne souhaite... Enfin, j'allais dire, je peux pas me le permettre. En tout cas, je ne souhaite pas le faire. Mais ouais, voilà. Mais pour moi, t'as toutes tes réponses dans un entretien Zoom. Enfin, tu vois, à chaque fois, j'y suis arrivé. Et par contre, mais tu soulignes un point, même quand tout est bon, je rencontre la personne en physique avant de signer. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir la personne parfaite en entretien sur le truc, et la personne arrive le premier jour et il y a un genre waouh, ok, il se passe un truc chimique trop bizarre, mais bof, tu vois. Et le gut feeling, pour moi, c'est un des trucs principaux en recrutement. Tu vois, cette première impression, cette espèce de truc là, en général, ce truc que tu as ressenti, c'est la chose qui fait qu'à un moment ça s'arrête. C'est ce premier truc que tu as ressenti, il est toujours juste. Clairement. C'est vrai que l'intuition, c'est puissant parce que des fois, t'es même au-delà des recrutements, mais tu sais, j'ai l'impression que c'était ton inconscient qui t'envoie un signal par rapport à un langage non verbal ou je sais pas, une attitude que la personne peut avoir qui fait attention, ça, danger. Alors certains, ils peuvent se tromper, voilà, mais il y a des gens qui ont un peu ce que j'appelle le bon goût, disons, c'est-à-dire qu'en fait, eux, naturellement, ils vont aimer ce qui va marcher. Et ils n'aiment pas ce qui va pas marcher, tu sais. Donc en fait, pour toi, c'est ce que tu recrutes quelqu'un, tu le vois en vrai, tu dis, je sais pas, il n'y a pas le feeling. En fait, naturellement, c'est que toi, je sais pas, dans ton inconscient, par rapport à ton environnement, ton éducation, tout ça, t'associes un langage non verbal ou une certaine attitude à ça va pas marcher. Et effectivement, c'est la raison, c'est ce qui se passe. Moi, c'est vrai que très souvent, quand il y a un truc qui n'a pas fonctionné, alors pas forcément en recrutement, mais en général avec quelqu'un ou quoi, et dès les premiers instants, je me suis dit, oh purée, je sens que cette personne, c'est ça qui va se passer plus tard. Et des fois, ça manque pas. Genre 2 ans après, ce truc que j'ai dit, c'est passé, tu vois. Parce que y avait ce sentiment, alors c'est peut-être pas dès que je la vois, dès qu'elle arrive, mais après une petite conversation, voilà, je sais pas, 1 heure passée ensemble à discuter, mais en physique, c'est important parce que tu as quand même beaucoup plus de signaux. Donc non, ça c'est bon type ça. Et sur ce sujet, il y a une phrase, alors
Ouais, t'es sûr que t'as pas préparé le podcast? Non, quand tu connais pas, tu recrutes un peu, tu t'apprends. Et puis ensuite, quand tu commences à devenir bon en recrutement, tu as vu passer beaucoup de gens, oui, il y a ça aussi. tu as une phrase qui est hire slow, fire fast. Donc ça veut dire, prends ton temps pour recruter, de connaître la personne. Et quand tu vois que ça marche pas, passe pas des semaines et des semaines et des semaines à demander. Quand ça le fait pas, il faut arrêter rapidement. Il y a même des potes entrepreneurs qui me disent, la personne, j'arrête la collaboration au premier vendredi. Donc c'est-à-dire, dans la semaine, s'il y a trop de signaux, trop de red flags, je passe à autre chose et pour gagner du temps à tout le monde. Et en fait, une phrase que j'ai entendue de Anthony Bourbon, donc Blast, etc., lui, il dit, sa façon, c'est hire fast, fire fast. C'est-à-dire, dès qu'il y a un feeling, ok, on teste. C'est parti, t'as ta chance. C'est les Américains qui font ça. Tu vois, et en fait, parce que le hire slow, c'est aussi un truc où tu mets 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'apprends à te connaître. Lui, c'est genre, ok, tu remplis tous les trucs, on teste. Par contre, on est vraiment très clair, si ça le fait pas, siège éjectable. Donc, faut faire tes preuves. Hire fast, fire fast, et un gros turnover, mais en étant clair avec les gens, pas en les pigeons. Il faut juste être clair, genre, chez nous, t'as ta chance très vite. Par contre, on a ses attentes et au bout d'une semaine, on fait un point, au bout de 2 semaines encore, et puis si ça le fait pas, bah ciao quoi. Quand tu recrutes un salarié, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire du hire fast. C'est vrai, fire c'est vrai. Ça marche bien. Pour avoir vécu en Amérique du Nord, c'est 2 semaines la période de préavis. Ouais. Max. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile de faire. En France, moi j'ai déjà eu des préavis de 3 mois, donc tu peux pas. Ah bah ouais, c'est clair. Tu peux pas. En revanche, effectivement, pour des free, là il y a quelque chose à faire. Pendant la période d'essai, disons. Ouais. Ah, complètement. C'est super intéressant ce côté effectivement d'être capable de vite te séparer de quelqu'un. Elle marche dans la vie, cette phrase. Ouais. Non, mais en vrai, tu te dis, même en couple, ça marche. Attends, je regarde mes notes. Hire fast, fire fast. Non, pas hire fast, j'aurais dit hire slow là. Le serial Tinder. Moi, je suis très en hire fast, fire fast, tu sais, moi. D'accord, c'est une méthode américaine. C'est une méthode de gros connard. Là, je pensais plus le slow, tu vois, de prendre vraiment le temps. Tu commences par un slow et ensuite. Et après, c'est fast. Là, j'ai bien compris, c'est bon. Bon, c'était une super conversation. Franchement, elle est trop bien la conversation. Alors, est-ce qu'on fait. Alors, les 2 parties, elles sont rapides en vrai. On fait 2 parties rapides. C'est quoi là, le podcast s'arrête et il y a un deuxième podcast ou Non, c'est le même podcast. Ah, on passe à la partie 2 du podcast. Mais en rapide, genre c'est plus rapide. En fait, la deuxième partie, ce que j'avais prévu, c'était un moment un peu de partage, genre d'expliquer une situation dans votre business ou dans votre histoire entrepreneuriale. Vous avez eu l'impression d'être libre. Parce que c'était ça le premier sujet. C'était pas le recrutement, ni les toi. Donc, une histoire où vous vous êtes dit, ah mais là, c'est l'expression dans le réel de la liberté. Je peux commencer si vous voulez. Moi, il y en a 2. La première, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois peut-être, où je me suis levé un lundi, j'ai commencé à bosser et tout, et je me suis dit, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que si là, je prends ma journée, les gens sont aux bons endroits, les process sont en place, genre ça tourne sans moi. J'ai cette expression de liberté là, tu vois. Et l'autre, je pense que c'est celle qu'on a tous vécue, et je vais la dire en premier, c'est tu te lèves un dimanche ou quoi, tu regardes ton téléphone le matin et que tu vois que tu as fait 2 ventes dans la nuit. Ça, c'est vraiment un truc, à chaque fois que je fais ça, que je vois ça, je me dis, oh purée, c'est vraiment cool comme taf, tu vois. Bon, alors qu'en vrai, tu sais, que tu le fasses la semaine ou le week-end, c'est pareil, mais ce truc-là, d'avoir l'impression de ne pas avoir travaillé pour avoir fait la vente, ce qui est factuellement faux, puisque tu as construit tout le système qui te permet de faire ça, donc voilà. C'est vraiment un truc où j'ai l'impression d'être libre, quoi. Est-ce que quelqu'un a un truc? Ouais. Ah, t'as trouvé? Ouais, carrément. Des fois, dans ces trucs-là, il faut trouver la chose là-bas. Je vois que ça réfléchit. J'en ai 2 aussi. Il y en a un premier. C'est quand je suis allé dans le Grand Nord, en fait. Ça s'appelle le Svalbard. Je crois que t'allais dire Dunkerque. Mais donc, c'est plus au nord. Donc c'était au Svalbard. Donc c'est à 20 km de Dunkerque. À 5000 km de Dunkerque. C'est quoi, c'est en Norvège Ouais, ça appartient à la Norvège, mais c'est au-dessus du Groenland encore. Okay. Donc c'est proche du pôle Nord, c'est une île très très au nord. Et on avait privatisé un bateau avec d'autres amis photographes. Et on est parti 10 jours pour photographier des ours polaires dans leur habitat naturel. Quand je suis arrivé sur le bateau, bien sûr, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas Internet. Bien sûr, c'est la panique à bord. En mode genre, oh là là, mais comment je vais faire pour que pendant 10 jours, il y ait 0 besoin de moi? Les clients, ils appellent, il y a un problème, je ne peux pas répondre. Mes teams, ils ont besoin d'un truc, je ne peux pas répondre. Ben voilà, c'était une priorité pour moi, je voulais faire ce voyage. Je l'ai fait. On part. Premier jour, super dur, je me dis, oh là là, j'ai oublié de prévenir les équipes sur ce truc-là. Deuxième jour,
pareil, mais bon, je me fais une raison. Et en fait, au bout du 3-4e jour, je savais même plus ce qui se passait dans les news. Parce qu'il n'y avait plus Hugo Décrypte qui débarque tous les jours avec les 5 news de la journée. Il n'y avait plus les débats sur Instagram. Il n'y avait plus mes équipes qui avaient un petit souci. Et en fait, voilà, le temps passe et 10 jours complets se passent qui deviennent ultra longs, ultra sympas, ultra intenses. Je me déconnecte complètement de ma vie busy, j'ai envie de dire, occupée. Et je redeviens le moi, pour le coup, très libre et très moi-même, affranchi de tout ce qu'on m'impose de l'extérieur. Et moi-même dans une bulle, libre en fait. On était seul au monde, on était peut-être parmi les personnes les plus au nord au monde à ce moment-là, puisque je pense c'est pris dans la banquise et tout, franchement. Et en fait, tu te mets à refaire des choses simples, à reparler avec les gens, à rigoler, à boire un coup, à voir les animaux, à espérer que tu vas pouvoir croiser quelque chose et tout. Et là, ça a été un sentiment de liberté maximale. Et d'ailleurs, en le disant là, je sais qu'il faut que je me reprépare quelques moments comme ça pour le kiff, quoi, parce que pour moi, c'est la seule raison de vivre. Et c'est vrai que le retour à la vraie vie, tu prends une immense claque de futilité, on va dire. Donc, tu vois les débats qu'il y a eu et tu dis oh là là, ça m'avait pas manqué. Tu vois les ouais, tu dis ça, c'est fou. Et je sais très bien que dans 2 semaines, je serai de nouveau plongé dans ce truc-là et ces débats, je serai dedans. Ou que les petites problématiques, ok, d'accord, il y a ça qu'il faut régler dans la boîte. Ok, il y a ce client, il y a ce truc-là. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Après, dans la vraie vie, on va pas se le cacher, si tu fais que ça, tu finis sous les ponts parce que tu contribues pas à la société. Mais je pense qu'il faut s'offrir des parenthèses comme ça. Et un jour ou 2, ça suffit pas. Parce que tu as toujours les problèmes en mémoire vive. Il faut qu'ils s'apaisent et il faut que tu n'aies aucune possibilité de retrouver ton téléphone. Ça, c'est moment de liberté maximale. Et un deuxième, plus simple, c'est que mon rêve, ça... Comment dire ? Avant, j'avais mon appartement et mon studio photo qui étaient à 45 minutes de transport l'un de l'autre. Et donc, il y a 5 ans, je me suis dit, ok, j'ai trouvé le hack, je vais acheter un super studio avec une partie habitable au-dessus, comme ça, j'aurai plus de transport. Je gagne 45 minutes aller, 45 minutes retour, je gagne 1h30 par jour, trop bien. Donc, je l'ai fait. J'ai embauché 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, c'était parfait. Les personnes, elles viennent, pas tous les jours et tout. Sauf qu'à un moment donné, on a commencé à être plus, maintenant on est 10 personnes, et en fait, ta maison, elle se transforme en bureau. Et au lieu d'avoir le bon plan de te dire c'est trop bien, j'ai des mètres carrés en plus pour le week-end et c'est sympa, je peux aller dans le studio photo quand j'ai envie, c'est le contraire. Ta team, elle vient à l'étage pour faire des réunions dans ton salon, ton salon devient ton bureau, et en fait ton lieu prend la forme d'un bureau, même dans ta tête. Même quand les gens partent, tu es toujours dans ton bureau, tu dois produire, tu coupes jamais. Et donc là récemment, je viens de déménager et de créer une vraie coupure. Et ce moment de liberté, ça a été tous les lundis en ce moment. Donc ce lundi par exemple, de me réveiller, d'avoir toute la semaine qui est cadrée, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et ça ressemble un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Je commence mon lundi et je me dis là, je suis d'humeur à écrire, j'ai vraiment envie d'écrire beaucoup, donc je vais écrire des choses pour LinkedIn, pour les réseaux sociaux, voilà. Et donc j'ai écrit plein de posts, il y avait le soleil, je suis allé chercher un café, je suis allé à la boulangerie, je pris un pain au chocolat, et j'étais là genre waouh, je suis pas en train de faire quelque chose qui nuit à la boîte, bien au contraire, je fais un truc qui est totalement aligné avec ce que je veux faire, ma team elle bosse, tout le monde est trop bien. Et en fait, on est chacun dans notre mission, quoi. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Larissa, Amélie. Bon, du coup, je vais en sortir 2 aussi. Yes. Moi, je suis brésilienne. Donc, 90% de ma famille habite encore au Brésil. Et ça a toujours été une contrainte parce que habiter dans 2 pays différents, du coup, il faut y aller. Donc, quand j'étais étudiante, c'était hyper compliqué. Je passais longtemps, en fait, à pouvoir y aller. Et quand je me suis lancée, en fait, depuis que je me suis lancée, j'y vais 1 fois par an minimum. Et ça, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et pour moi, c'est ça le but ultime, limite, de ma boîte aujourd'hui. C'est pouvoir en fait être avec ma famille et ne pas avoir à dire ah mince il faut que j'attende l'été, l'été du coup en fait en plus c'est compliqué parce que c'est pas la meilleure période pour y aller et machin et avoir toutes ces contraintes, alors que là en fait c'est moi je décide, moi en début d'année je dis bon à quel moment je pars et je peux rester longtemps et je peux me déconnecter beaucoup plus facilement que si j'avais été dans un emploi salarié, et ça pour moi c'est vraiment trop important. Donc, à chaque fois que je pars, je suis trop contente parce que je peux me le permettre. Et le deuxième, de manière plus simple, mais je parle pour les filles, le fait que quand j'ai mes règles, je ne suis bonne à rien.
Et en fait, rien que de me dire, moi j'arrête en fait, je me dis, avant, quand j'étais au bureau, en fait, j'avais mal et vraiment mal à ne plus arriver à respirer. Donc, je devais me calmer, mais tout en faisant semblant que tout allait bien. Et si mon chef, il arrivait, je devais dire, oui, ça va, je vais te faire ce que tu me demandes. Et là, en fait, la période arrive, je sais que ça arrive. En fait, c'est une semaine où je fais les trucs qui me plaisent. Si je n'ai pas envie de travailler, je me mets à regarder des séries. Et ça n'a pas de prix pour moi. Vraiment, c'est cette liberté-là de dire... Aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, en fait, je suis dans cette période. En fait, je kiffe, c'est tout. Trop bien. Ouais. Alors moi, j'en ai un qui me vient particulièrement en tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, en démarrant l'entrepreneuriat, j'étais dans un entrepreneuriat très physique, c'est-à-dire très ancré dans un endroit où j'étais vraiment pas libre du tout géographiquement. Alors que pour moi, la notion de liberté, elle est hyper forte et encore plus la liberté géographique. Je veux la liberté de mouvement, je veux pouvoir explorer, je veux pouvoir bouger. Et donc, j'ai travaillé pour pouvoir mettre en place la structure qui me permet d'accéder à ça. Et donc, depuis 2021, moi, j'ai pas de chez moi, par exemple. Je suis un peu toujours à droite à gauche. Et follow sur Insta, vous allez voir. Ouais. Et donc du coup ça c'est chouette de pouvoir aussi me dire si demain j'ai envie de partir, je peux partir. En fait, j'ai juste ma valise. Ça m'a aidé aussi à être minimaliste dans mon business, mais aussi minimaliste dans ma valise, parce que quand j'achète quelque chose, je sais que j'alourdis ma valise. Je dois retirer quelque chose de ma valise pour pouvoir faire entrer quelque chose d'autre. Et le premier départ que j'ai fait, c'est que je suis partie vivre du coup 1 an à Bali, juste après cette concrétisation de c'est bon, ça y est, je suis enfin libérée de ça, mon entreprise elle tourne, je suis libérée du présentiel. Et ça a été un moment où je me suis dit waouh, ok, juste célèbre, aie de la gratitude pour ce que tu as réussi à accomplir, ça y est, tu as enfin cette liberté géographique que tu voulais, quoi. Très bien. Ah, ça c'est top. Ouais. Ça c'est vrai que quand tu peux télétravailler, enfin moi j'avais une agence avant et j'étais très contraint par mes clients où je devais partir un peu sur les vacances de mes clients parce que c'était assez compliqué. Du moment que je l'ai plus et que j'ai eu que plus des business comme l'organisme de formation, les vidéopreneurs, tout ça, le fait de pouvoir dire tout en travaillant, mais vas-y je pars. Bon là j'ai fait mon marathon à Vienne, je suis parti à Vienne, j'ai travaillé une semaine, enfin j'ai vraiment travaillé quoi. Juste j'ai fait mon marathon au milieu. Juste le fait de pouvoir faire ça, en fait, là j'ai vraiment une sensation de liberté. Tu vois. Faudrait que tu le fasses plus d'ailleurs, tu bouges pas assez. C'est vrai, non, parce qu'à chaque fois t'es trop content de l'avoir fait. Mais bon, je suis méga casanier, c'est vrai. Et c'est vrai que t'es plutôt casanier. Ouais. Moi je suis tout le temps chez moi, mes horaires, ma routine. Casanier. Ça fait vraiment que je suis pas sorti là. Mais oui, des fois ça peut arriver de temps en temps aussi. Mais je reste à Toulouse quoi. Et tu devrais le faire plus souvent. D'ailleurs, on va, je pense, faire une semaine. Certainement à la fin de l'année, peut-être Lisbonne, on parlait de ça, pour aller justement bosser ensemble à l'étranger. Et c'est drôle parce que moi, mes 2 exemples reprennent déjà ce que vous avez pu dire. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Et pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir justement travailler aussi de n'importe où dans le monde. Donc c'est quelque chose que... en dehors de l'Alsace. En dehors de l'Alsace, ouais. Et je vis même en dehors de l'Alsace, tu te rends compte ? En fait, à Perpignan. Ok, j'ai été démasqué. Mon rêve, c'est de pouvoir travailler en Alsace. Mais ça, c'est le summum du digital nomade, je pense. Donc ça, ce point est extrêmement important. Et le second point, et ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce que vous disiez les gars, c'est... Moi, je suis parti en Namibie au mois de février, je crois, ou mars, je sais plus. Nice. Et pendant 2 semaines, j'ai complètement coupé, quoi. Ouais. Et en fait, je suis revenu... moi, j'avais toujours eu pour habitude que... à travers mes expériences dans le conseil, que quand je reviens, c'est la guerre. C'est la merde. Tu vois, c'est genre, je m'absente 2 semaines, mais je vais passer 3 semaines compliquées de retour. Et là, en fait, le fait de revenir, de voir en fait que ça tourne, que c'est carré, qu'on peut effectivement compter l'un sur l'autre avec Guillaume, ça, c'est un sentiment de liberté extraordinaire. Ouais, c'est clair. Donc, voilà pour moi. Bah écoute... Très bien. Alors là, il est 42. Alors on peut le faire rapidement, mais en fait, on l'a déjà fait un plus ou moins. Donc je vais prendre vos avis et peut-être qu'on va pas le faire. Il y a une partie que j'appelle Masterclass de l'erreur. C'est une partie qu'on a très souvent fait, même avec les vidéopreneurs, où il y a une thématique et chacun partage une erreur qu'il a faite par rapport à cette thématique. Donc là, par exemple, pour la liberté, ça pourrait être quel choix vous avez fait qui finalement a vraiment entravé votre liberté et a pour vous été une erreur. Alors moi, c'est un truc qui est en lien avec ça. Pour partager la mienne, comme ça va donner un petit peu le là pour tout le monde. C'est qu'en fait, de mes 23 ans à mes 28 ans... L'année dernière, quoi. C'est ça. En fait, j'ai beaucoup travaillé, en tout cas, pas forcément travaillé, mais fait des actions, toujours pour un gain futur.
Donc par exemple, voilà, je dis je vais beaucoup travailler pour gagner de l'argent pour plus tard acheter un appart, par exemple. Ça a été un truc que j'ai beaucoup fait. Et en fait, à chaque fois, je me privais de liberté pour un gain potentiel, de plus tard. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'atteignais ce résultat, je prenais un résultat juste plus haut et j'allais aller l'atteindre. Je voulais aller l'atteindre tout en ne profitant pas de ma situation d'aujourd'hui, quoi. Donc typiquement, je partais jamais en vacances, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais ça, c'est tellement... Alors moi, j'adore ce mouvement et cette évolution. Et en réalité, c'est plus que le résultat, c'est cette évolution qui me rend réellement heureux. Bon, pour reprendre l'exemple là, tout à l'heure du marathon, je fais un temps au marathon. En vrai, c'est le moment le moins intéressant de mon marathon. J'ai réussi mon temps, très bien. Moi, j'aime bien tout ce qu'il y a avant, l'entraînement, le truc, voilà, ce truc-là, de dire, j'ai réussi. Et ça, c'est un peu la nouvelle excuse pour aller chercher un temps plus haut. Mais il faut quand même apprécier les moments de... aujourd'hui, c'est un truc que j'essaie vraiment de faire, d'apprécier les moments dans ma vie actuelle de liberté. Donc, tu vois, tu parlais de sortir, typiquement, moi, ça a été vraiment un truc à un moment donné, de me dire, pas je vais me forcer à sortir, mais si on me propose un truc, il faut pas que je dise non sous prétexte que demain, je dois faire je sais pas quoi pour un gain futur, tu vois. Il faut que je dise non parce que j'ai pas envie de le faire. Mais voilà, donc moi, ça a été mon erreur que j'ai pris conscience, on va dire, vers 28 ans, de me dire, bon, vas-y, profite de ta vie, parce qu'en fait, voilà, toutes les expériences que tu peux vivre aujourd'hui, c'est maintenant. Il y a des expériences que tu peux vivre que maintenant, d'ailleurs. Donc, vaut mieux les maximiser aujourd'hui, maximiser pour le kiff, ce qui est un peu ta phrase. Donc, moi, ça a été mon erreur. Et tu culpabilisais ou pas à ne non. pas faire, tu vois, bah non, enfin, c'est combien t'es dans la roue, dans la roue et tu culpabilises pas sur le moment, tu te dis juste c'est juste que plus tard tu priorises pas, quoi. En fait, quand je m'en suis rendu compte assez tôt, il y a plein de trucs que je me dis, tu vois, genre par exemple aujourd'hui, enfin là il y a pas des fois je vais faire des gros festivals aux Pays-Bas. Aujourd'hui, alors tu sais, pour le business, pour l'intérêt du business, c'est nul, tu vois, parce que tu vas juste faire la teuf aux Pays-Bas, c'est pas top. Mais par contre, je me dis que faire ça entre potes à mon âge, enfin à l'âge de tout le monde ici même, c'est des trucs que tu peux limite maximiser que maintenant, en fait. Parce que tu sais, plus tard, quand t'as 50 ans, tu peux toujours le faire, mais c'est pas la même expérience. Ouais. Donc en fait, je me dis, des fois, il y a des expériences comme ça, je me dis, mais je veux les vivre. Il y en a d'autres que je veux peut-être moins vivre, tu vois, ça m'intéresse moins. Mais voilà, faire un marathon et devenir bon en marathon, pour moi, c'est un truc que je peux faire quasiment que maintenant. Genre, quand t'as 30 ans, t'es un peu à ton prime. Donc là, tu peux t'entraîner, encaisser les entraînements et tout. C'est faisable. Tu peux aimer, pas aimer, donc je vais pas le faire, il faut juste que ce soit fait en conscience. Et c'est juste que je pense que j'aurais culpabilisé si j'ai... Moi, c'est ma mère qui m'a fait rendre compte de ça, où elle a passé une vie à toujours faire des trucs futurs. Et en fait, ma mère, elle se retrouve à 60 ans et elle a rien fait. Et elle regrette un peu ce côté-là. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est ce regret-là de se dire, mais j'ai juste été dans une roue. Et là, on vient de me sortir de la roue, je suis à la retraite et je fais quoi, tu vois ça m'a vraiment fait peur et je pense que j'ai pris conscience assez tôt, donc j'ai pas eu le temps de culpabiliser parce que je me suis rattrapé, disons. Mais donc voilà. Okay. Ta question, c'est de savoir si on gardait ou on sautait cette partie. On peut la sauter, je pense. Non, je rigole. Je me suis dit, le mec était sérieux, je me suis dit, wow. Qu'est-ce qui se passe Non, j'ai un exemple qui est proche du tien, moi. Vas-y. Quand j'étais gamin, en fait, je devais avoir 5 ou 6 ans. Pardon, je comprends ce que tu as dit. Tous les exemples sont vrais. Hein. Non, j'étais gamin et en fait, j'étais au centre aéré et il y a eu un jeu qu'ils avaient organisé. Donc, on était genre 20 ou 25 enfants et c'était une espèce de kermesse. Donc il y avait plein de jeux avec des billets de Monopoly un peu à gagner. Donc un truc où il fallait lancer des balles, et puis si tu lançais la balle, tu récupérais des billets. Et puis après, tu avais encore d'autres billets pour faire d'autres jeux. Et en fait, moi, je m'étais mis en tête, ok, je veux récupérer tous les billets du truc, quoi. Je veux gagner. Et en fait, tes billets, tu pouvais soit acheter des jeux pour tenter de gagner plus de sous, soit acheter des bonbons, en fait. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais cumuler les billets. Et donc, en fait, je joue à tous les jeux, je gagne plein de trucs et tout. Et à la fin, j'étais en mode genre, putain, ils sont tous en train de manger des bonbons. Et moi, j'ai une pile de billets, quoi. Je suis en train d'éclater le game. Et là, un sentiment qui m'a changé ma vie, c'est que les organisateurs, ils disent, ok, bon, les enfants, le jeu est terminé. Et moi, je suis genre, yes! Alors, on va récupérer tous les billets et puis, on va ranger les bonbons. Et moi, je fais, attends, là, la règle du jeu, qu'on récupère les billets, on n'a jamais parlé de ce truc. Enfin, je n'étais pas comme ça, hein. J'avais 6 ans, je faisais genre... J'avais genre, putain, tous les billets en fait que j'ai récupérés, ils servent à rien. Donc j'essaie d'aller acheter des crêpes et tout. Je peux avoir des crêpes. Non, on a fini le stand, Steven, là, c'est bon, là, t'as eu toute la journée pour ça. Et donc j'ai amassé tous les billets que je pouvais, j'ai rien pu acheter. Et je suis passé à côté du sens du jeu, en fait. Ça me donne des frissons, c'est horrible. Tu vois. Et en fait, ce truc, mais ça a pivoté un truc dans ma life, c'est que maintenant, et j'emploie l'expression telle quelle, c'est que régulièrement, il faut cash out. C'est-à-dire, il faut prendre ces sous-là et dire, ok,
il y en a, j'en dépense. Et c'est même pire que ça aujourd'hui, c'est que dans ma philosophie, il faut même cash out si j'ai pas les moyens. Donc, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais le budget et tu n'as jamais le temps de prendre des vacances. Genre là, si je m'écoutais et que je regardais que le business, je prends pas de vacances cet été. Pas possible. Il y a trop de trucs à faire. Mais c'était pareil l'année dernière, pareil l'année d'avant, pareil chaque année. Et à chaque année, quand je prends mes vacances, c'est le moment où je peux un peu couper. Et quand je reviens, j'ai un focus qui est changé, je change un peu mes priorités, etc. Donc là, on va repartir un mois cet été, même si aujourd'hui, d'un point de vue business, c'est une énorme erreur. Mais je sais qu'en fait, c'est bénéfique. Il faut cash out. C'est comme ça que tu te ressources, ta créativité, ta vision, etc. C'est comme ça que tu te redonnes de l'énergie. Et puis en fait, c'est comme ça que tu te remercies de bosser comme un dingue, d'employer des gens, de créer des choses pour les gens. Donc il faut impérativement cash out. Non, franchement, ça c'est un bon conseil. J'aime bien le truc de dire tu payes les choses même si t'as pas les moyens, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué dans le business. Des fois, je sais pas, t'as un gros achat à faire et t'es là, tu fais ouais mais non et tout. J'ai toujours remarqué que tu payes, ça revient, tu vois. Ça va revenir, et même toi tu te mets dans des conditions où t'as l'argent qui est sorti, puis au final ça se rééquilibre. Pareil, quand tu pars du business, que tu pars en vacances, à chaque fois que je suis parti en vacances, je suis toujours parti avec cet esprit de ouais, c'est pas le bon moment. Et quand je suis revenu, les problématiques que j'avais en partant, en fait, c'est pas des si gros problèmes que ça. Et t'as passé tellement un bon moment que si tu vois, tu devais refaire le truc, tu repars, quoi. Donc c'est super intéressant, ça, le truc de cash out, de jamais accumuler indéfiniment pour pas arriver en fin de. À un moment donné, t'as plein de billets, mais tu peux plus rien acheter, quoi. C'est ça. Et puis tout à l'heure, tu disais aussi qu'il y a des phases de la vie, et moi je suis exactement aligné avec ça. C'est que, on en avait parlé une fois d'ailleurs, je pense, que pour moi il y a une manière de réussir ta vingtaine. C'est pas la même pour tout le monde, mais il y a une manière de réussir sa vingtaine. Me concernant, c'était faire des expériences, faire des voyages, faire la fête et tout. Il y a une manière de réussir sa trentaine. Me concernant, c'était faire des boîtes, faire qu'elle tourne, grossir un truc. Et puis là, ma manière, là, j'ai 40 ans. Donc pour moi, il y a une manière de réussir la quarantaine, c'est de préserver ma jeunesse, mon énergie, ma vitalité, et de me mettre au sport, de voir plus de potes, de faire du réseau, des trucs comme ça. Et c'est ma manière de cash out à la quarantaine, qui n'est pas la même qu'à la vingtaine. Je ne ferai pas aujourd'hui des grosses soirées à aller voir comme un ouf, mais c'était la manière de cash out de la vingtaine. Ça, je me rappelle cette conversation à Lens, c'était dans le jacuzzi, non cool. Là, c'était à Lens, c'était on buvait de l'alcool. C'était en fin de soirée, donc la conversation allait beaucoup plus loin. On va pas donner la deuxième partie, qui était bien marrant. On pourra pas la donner sur le podcast. Moi ? Allez, vas-y. Moi, je pense que c'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'était cette croyance que je devais vraiment beaucoup investir et avoir une équipe et avoir toute une structure hyper machin, que finalement, en fait, j'en avais pas besoin, et ça m'a surtout enlevé ma liberté de choisir mon temps, parce que du coup, je devais être présente pour l'équipe, du coup, en fait, ça a vraiment cassé un truc dans ma boîte, en tout cas avec moi, et dans ma motivation. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment ce retour à l'essentiel. Et c'est là, en fait, avec mes valeurs, avec mes envies, c'est là où, en fait, j'ai envie de retrouver ma liberté, parce que elles sont bien alignées. Et je trouve que cette histoire d'être aligné et de vraiment avoir en tête ce que tu as envie, toi, et pas les autres, est super importante. Complètement. Top. Moi, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur la notion de... Il suffit pas de décider d'être libre pour que ça se passe. Je pense que j'ai pris trop de décisions qui étaient en désaccord avec cette valeur, qui est en fait une valeur extrêmement phare. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me dis, OK, est-ce que ça, c'est en accord avec ma liberté ou pas ? Oui, non. Et en fait, je pivote l'entreprise en fonction de ça. Et aussi, par exemple, par rapport à ma charge de travail, avant, j'avais tendance à dire je faisais une liste de tous les projets que je voulais mener, toutes les tâches que je devais faire, et puis j'essayais de faire rentrer ça à l'intérieur. Donc je pensais contenu à mettre dans le contenant. Maintenant, je pense contenant. Le contenant, c'est 20-25 heures par semaine. OK, qu'est-ce que je peux matériellement faire rentrer là-dedans ? Et je pilote ma charge en fonction de ça. Donc, je pilote ma délégation en fonction de ça. Je pilote mes projets stratégiques en fonction de ça. Par exemple, tu parlais tout à l'heure que tu faisais... vous faisiez au trimestre, etc. Moi, je pilote pas du tout comme ça, parce que des fois, il y a des projets qui vont me prendre 4 mois, d'autres qui vont me prendre 1 mois, 3 semaines. Et donc, je pilote plutôt par rapport à ma charge de travail et au temps que j'ai décidé d'accorder à cet objectif ou à ce projet. Et je me sens tellement mieux, en fait, depuis que je fais ça. J'ai vraiment l'impression que ma liberté, elle est au centre. Et après, c'est pas une liberté qui est acquise. C'est une liberté qui
qui doit toujours être remise au centre et tu as toujours plein de challenges et je peux pas dire non plus que je me sens libre 100% de mon temps, ça serait mentir. C'est pas parce qu'on est en podcast que on va vraiment il y a des moments où je me sens moins libre que d'autres, où je me sens de nouveau enfermée et du coup je remets cette valeur-là au centre en me disant ok, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois prendre comme décision pour la remettre au centre parce que c'est en train de me pénaliser. Donc, voilà un peu. Mais tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est accepter aussi qu'il y a des moments où il faut mettre des coups de collier. Et tu vois, il y a des cycles et accepter en fait ces cycles-là. Et quand moi j'ai toujours eu des moments où j'avais le sentiment que je devais sauver des vies, quoi. Je devais sauver le monde, mes clients, que ce soit dans le recrutement, le conseil ou aujourd'hui avec les vidéopreneurs, à tel point où en fait le coup de collier il s'arrêtait pas, quoi. Et quand j'étais employé, j'avais des RTT, j'allais au bureau, tu vois, quand on a lancé les vidéopreneurs, j'étais encore manager dans le conseil et je faisais les deux choses à la fois et en fait le week-end je bossais, tu vois, tout le temps. Et en fait c'est ok de le faire, mais tu vois, j'aurais aimé, tu vois, à l'avance savoir que en fait il y a un moment il faut ralentir, tu vois, parce qu'il faut aussi tu vois, se recentrer sur en fait pourquoi tu fais ça, sur le côté liberté, etc. Donc je dirais que c'est ça, moi, mon côté, la masterclass de l'erreur, Guillaume. Il y a une erreur qui est... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez eue. Moi, quand je me suis lancée, je ne sais pas pourquoi, d'où ça sort cette croyance. Je me suis dit, il faut 3 ans pour développer sa boîte. Moi aussi. Et ensuite, je vais ralentir. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je m'étais mis ça un peu dans ma tête en mode, je vais mettre 3 ans, je vais y aller à fond, et puis ensuite, je vais ralentir. Bon, alors, spoiler alert, je n'ai pas du tout attendu 3 ans pour être complètement cramée, puisqu'il m'a fallu 1 an et demi pour déjà me dire ça va être un petit peu long, et puis qu'en plus de ça la charge de travail ou la charge mentale elle ralentit pas juste parce que tu as passé ce truc des 3 ans ou je ne sais quoi. L'entrepreneuriat c'est des cycles qu'on vit et puis si on se ménage pas sur le long terme en fait on tient pas du tout la route, donc c'est comment on apprend à jauger les ressources qu'on peut mettre en place maintenant pour le résultat de demain, tout en profitant de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc c'est toujours un espèce d'aller-retour permanent. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, le côté apprendre à se connaître, parce que tu sais, nous, on fonctionne par trimestre, comme ça, parce qu'en fait, on a remarqué que c'est notre façon et que nous, ça roule grave avec cette organisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes de productivité. Toi, tu parlais de Notion. Typiquement, Notion, c'est un peu le truc, tous les entrepreneurs, ils ont l'impression qu'il faut un espace Notion de fou. Nous, tu vois, notre espace de travail avec Nous, on a fait l'inverse. On a fait un truc moche pour justement pas se poser la question de comment on peut l'améliorer, tu vois. Ouais, nous, c'est Google, hein. Google Sheet. C'est le Drive. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement chiant à utiliser. Mais du coup, on passe très peu de temps à l'optimiser, très peu de temps dessus, et on va straight to the point, on crée nos documents, on a notre petit orga, et puis voilà. Tu vois, et je trouve ça intéressant de rappeler toujours qu'il y a 2 choses. Il faut avoir une méthode d'organisation qui permet de servir tes objectifs, mais je pense que cette méthode, elle est aussi propre à chacun, et du coup, il faut vraiment apprendre à se connaître. Toi, tu parlais de contenu, de contenant, je trouve l'exemple, il est trop stylé, de dire j'ai un contenant, je dois mettre le contenu adapté au contenant, tu vois. Et ça, c'est adapté à chacun, donc... Après, il faut quand même qu'il y ait une flexibilité parce que tu vois, faut pas non plus être complètement YOLO et dire ouais, mais moi je suis comme ça. Donc il y a quand même une flexibilité entre ce qu'il faut faire et ce qui marche pour toi. Trouver un peu cette juxtaposition et l'équilibre, c'est foncé. Ouais, ça, c'était un super exemple, quoi. Bref, c'était un super podcast. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter? Bravo à tous ceux qui sont encore là. Il y a encore 100% de présents autour de cette table. Non, mais c'est top. J'aime bien ce genre de discussion. Je trouve la discussion trop bien. Donc je vais pas interrompre pour dire. Faut passer, je sais pas quoi, tu vois. On est libre de toute façon. Ouais, voilà. Non, mais j'aime bien parce que franchement, moi je pense, je vais les réécouter parce qu'il y a tellement de pépites qui ont été données sur même tout ce que vous avez dit sur le recrutement et tout que franchement, full valeur, quoi. Trop bien. Trop bien. Bah, merci à vous. Immense merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tout ça. Et puis effectivement, merci à tous ceux qui sont encore là. Et si vous êtes courageux, vous êtes libre de laisser 5 étoiles dans ce fabuleux podcast qui est Business Bar et de le partager aussi évidemment autour de vous à tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur force de vente. Et on mettra les liens de tous les invités dans la description, comme ça si vous voulez aller voir un peu le travail de chacun, vous pouvez. Écoutez, nous on vous laisse là et merci encore et ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Ciao.